Alors, ça y est, on est en direct. On est en direct. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va laisser les gens, je vais laisser les gens arriver dans la salle, tranquillement, se connecter à la conférence. Pour toutes celles et ceux, comme d'habitude, qui se connectent à la conférence, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour savoir si on est bien audible, savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, avant que Christophe, qui va nous parler de l'investissement dans la niche immobilière des parkings, garages, caves, box, hangars, entrepôts et locaux commerciaux. Avant qu'il puisse nous dévoiler toutes ces méthodes et stratégies, qui nous fassent découvrir cette niche pour toutes celles et ceux qui ignorent cette niche. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont connaissance de cette niche, mais qui n'ont pas investi dans cette niche par méconnaissance ou par, je ne sais pas, en tout cas, Christophe sera là pour répondre à vos questions. Donc, je vais attendre que les gens se connectent, rentrent dans la salle. Je sais qu'il y a un petit décalage de quelques secondes. Et voilà, pour les premiers qui vont arriver, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, savoir si on est bien audible, si vous nous voyez bien. Toi, Christophe, tout va bien de ton côté? Moi, tout va bien de mon côté. Alors, je ne sais pas, il y a eu un retour. Non, il y a eu un bruit bizarre quand j'ai parlé. Non, ça a l'air d'être bon. Non. Là, les gens commencent à arriver. Okay. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat. Tac. Hop. J'espère que j'ai envoyé le bon lien. Alors. Salut Johan. N'hésite pas à nous dire, Johan, si on est bien audible, si on nous voit bien, avant que Christophe aille plus loin dans sa présentation. Pour tous les autres aussi qui sont connectés, qui sont en direct avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, nous faire un petit retour, savoir si on est bien audible, si vous nous voyez bien, et si tout se passe bien de votre côté, d'ici quelques secondes, on va commencer. De ton côté, Christophe, toi, tu es prêt? Tout va bien? Je suis prêt, tout va bien. On attend les participants. T'habites où, toi, Christophe? Alors moi, j'habite sur Roanne, à côté. Je suis pas très loin de Lyon. Je suis 1 heure de route de Lyon, voilà, pour situer un petit peu dans le département de la Loire, le 42. D'accord. Salut Eva, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que tout se passe bien. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, moi, je vais enlever ma caméra. Pour que vous soyez vraiment focus sur Christophe, sur ce qu'a à vous dire Christophe. Christophe va garder sa caméra. Donc Christophe, je vais te laisser, je vais déjà couper ma caméra. Je vais te laisser la main, Christophe, okay. Te présenter rapidement pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour toutes celles et ceux qui te découvrent ce soir, qui vont découvrir aussi ton expertise, tes méthodes, tes stratégies. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et avant toute chose, je tenais d'une part à te remercier pour cette présentation que tu vas nous faire, et je tenais à remercier toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, que ce soit Christophe ou à toutes celles et ceux qui sont connectés pour cette conférence « Comment investir dans la niche immobilière des parkings, des garages, des caves, des box, des hangars, des entrepôts et locaux commerciaux ». Je te laisse la parole, Christophe, c'est à toi. Merci, Gwen. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Christophe. Mon nom de famille, c'est Martin. Donc, Christophe Martin. J'ai 37 ans. Je suis cadre salarié dans l'industrie. Je suis donc dans l'immobilier des parkings et des garages depuis 2013. Voilà, donc ça fait quand même quelques années déjà que j'y suis. Ça fait un peu plus de 7 ans. Voilà, donc moi je suis le responsable d'un club d'investisseurs dans les parkings et les garages. En fait, on s'est retrouvé plusieurs propriétaires où on a créé un sorte de collectif qui nous permet d'échanger sur nos investissements, de partager nos expériences, bonnes ou mauvaises, parce que dans l'immobilier, vous le savez aussi bien que moi, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Alors, pour parler un petit peu de moi, donc moi, en fait, je vais vous présenter très rapidement mon expérience de propriétaire bailleur dans la niche, et aussi, je vais vous dire aussi ce que j'ai dans la niche immobilière traditionnelle, donc ce qu'on a avec ma compagne. Donc, aujourd'hui, moi, je suis propriétaire de 5 places de parking qui se situent dans une petite ville, pas très loin de chez moi. Donc, c'est du parking traditionnel. Je loue à des gens qui sont la plupart du temps des résidents qui veulent se stationner. J'ai un garage en hyper centre-ville, donc qui est en bail amphithéotique. J'ai testé du bail amphithéotique, c'est un peu sympa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai 2 grandes places de parking en PMR. Donc PMR, c'est personnes à mobilité réduite. Donc j'ai acheté ça parce que c'est bien d'avoir des grandes places de parking. On les loue plus cher, il y a plus de place. Voilà, c'est assez intéressant. Pareil, petite ville aussi. 2 places de parking donc dans une grande ville. Donc là, on est dans
dans le 3e arrondissement de Lyon. C'est 2 places de parking qui sont très intéressantes parce que je ne vous cache pas que j'ai une liste d'attente énorme. Et là, c'est pour du stationnement, mais sur Lyon, dès qu'on est un peu en centre-ville, ça explose tout de suite. Et puis, j'ai investi avec un associé dans un grand entrepôt où, en fait, on a plusieurs activités que je vais vous présenter ce soir. Donc, en fait, on a une zone locale artisanale, donc, qui est liée à une entreprise, donc via un bail commercial traditionnel, on pourra en parler aussi. Et derrière, on a 12 emplacements d'hivernage, de camping-car et de caravane, 23 box de stockage et en plus, une activité de gardiennage de véhicules de luxe qu'on est en train de démarrer tout doucement. Voilà, concernant l'immobilier traditionnel, donc moi, j'ai commencé en fait dans l'immobilier avant d'acheter des parkings et des garages par acheter un studio. C'était mon premier investissement. Ça a été un fiasco total, peut-être par manque de formation aussi. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas pris le temps de me former, de me documenter. C'était une vraie connerie puisque du coup, j'ai eu plein de problèmes d'impayés. Enfin, en gros, voilà, mon premier locataire, c'était des impayés. J'ai galéré à le mettre dehors. Et mon deuxième locataire, malheureusement, il m'a laissé des dégradations. Donc, ça m'a un peu dégoûté de l'immobilier traditionnel au départ. Mais j'y suis retourné par la suite, puisqu'aujourd'hui, donc, j'ai 2 appartements, un T2, un T3 qui sont en location. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Je vais toucher un peu de bois. Et puis, un studio sur lequel on fait de la location saisonnière en station de ski. Donc, pareil, c'est pas mal aussi. Les revenus sont intéressants. La fiscalité est pas mal aussi. Voilà, donc voilà pour ma présentation. Du coup, je vais rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter un petit sommaire de ce qu'on va voir ce soir. Donc l'idée, en fait, ça va être de vous parler de la niche immobilière, donc des parkings, garages, box, caves, entrepôts, versus l'immobilier traditionnel. Donc l'idée, dans ce chapitre de comparaison, on va commencer par vous présenter la niche immobilière. Rapidement, je pense que les gens voient déjà un petit peu où on va. Je vais vous parler des avantages de la niche immobilière, donc comparé à l'immobilier traditionnel, et bien évidemment, on va aussi aborder la partie inconvénients, parce que comme dans tout investissement, il peut y avoir des inconvénients aussi, et il y en a forcément. Derrière, je vais vous présenter des idées de business model qui fonctionnent. Donc, grâce au club, on a réussi à synthétiser pas mal d'expériences. Donc, je vais essayer de vous présenter différents types d'investissements, ce qu'on va voir ce soir, et de vous montrer peut-être des idées de business model que certains d'entre vous ont déjà ou auront peut-être suite à cette présentation. En tout cas, j'espère. Voilà. Et puis derrière, il y aura une partie questions-réponses où je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions du mieux que je pourrai. Et dans la conférence, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que va pouvoir vous dire Christophe, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. Christophe se fera un plaisir d'y répondre. Et comme il vous l'a dit, il y aura une session de questions-réponses à la fin de la conférence. En tout cas, super le sommaire, Christophe. Go. Hein. Allez, on est parti. Donc, voilà. Donc, la niche immobilière, donc déjà, on va parler des places de parking. Donc, la niche immobilière dans les parkings, c'est quoi? Les parkings, c'est très réducteur. Aujourd'hui, on va parler d'une niche immobilière où, en fait, le cadre juridique des parkings va s'appliquer. Donc, on va parler des parkings, donc que ce soit des parkings, des places de parking en extérieur, même si je vous cache pas que c'est pas l'investissement le plus rentable, c'est pas l'investissement de l'année. Les places de parking couvertes qui commencent déjà à être un petit peu plus intéressantes. On va parler après tout ce qui va être des garages, que ce soit en souterrain ou en extérieur, et également bien évidemment des caves, puisque l'activité de stockage garde-meubles, elle explose en ce moment. Ça fait 2 ans que c'est vraiment en croissance forte, le stockage garde-meubles. Et l'avantage, quand on est particulier d'investir dans la niche, c'est qu'en fait, on est toujours mieux placé que les grands noms du stockage. Toutes les grandes enseignes de stockage, on sera toujours moins cher. On pourra en discuter un petit peu plus loin à ce sujet. Et puis derrière, les dérivés qui vont être les locaux commerciaux, les locaux artisanaux ou les entrepôts pour aller faire un petit peu différentes choses et différentes activités. Du coup, donc c'est vrai que c'est une niche qui est un petit peu méconnue et parfois boudée des investisseurs. Alors j'ai envie de dire des investisseurs non expérimentés, parce que les gens qui font beaucoup d'investissements immobiliers, ils savent qu'il faut se diversifier, parce qu'en immobilier, il faut avoir
différents types d'investissements. Moi, je suis un peu un touche-à-tout et c'est vrai que je me suis amusé à me diversifier un petit peu dans cette niche, à avoir des garages, des entrepôts. Voilà, j'ai pas de cave encore parce que j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait au niveau des caves. Voilà, bon, je suis un peu axé sécurité, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, j'essaye d'avoir un petit peu tous les produits parce que dans les temps difficiles, comme on voit les périodes, par exemple avec le Covid ou des choses comme ça, moi, c'était pas le cas, mais si mes appartements étaient pas loués, on sait que ça a été une période difficile pour trouver des locataires ou pour gérer les départs de locataires. Et du coup, si l'immobilier traditionnel va un peu moins bien, on peut se rattraper sur d'autres types d'immobilier. Donc, typiquement, moi, tout ce qui a été garde-meuble, ça a très bien fonctionné. Voilà. Après, le stationnement, les gens qui sont en place, en général, ça n'a pas trop perturbé. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver, donc voilà. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que dans cette niche immobilière, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir en fait des rentabilités qui sont souvent supérieures à l'immobilier traditionnel. Alors attention, je ne vais pas vous faire de fausses promesses. Quand je vous dis supérieur sur des points nets, on en discutera tout à l'heure. On ne va pas être à du 20% de plus. Faut être très réaliste. Ça va jouer sur 2-3% net de plus que de l'immobilier logement traditionnel, sur des désavantages ou des avantages qu'on va voir après par la suite. Voilà, mais pour vous dire un petit peu tout ça. Et ce qui est très important, c'est comme dans tout investissement immobilier, une part de risque qu'il faut mesurer. Donc moi, l'idée, ça va être de vous présenter les différents types d'investissements dans la niche et de voir, de vous donner au moins un minimum de conseils que si cela vous intéresse d'aller là-dedans, vous ne soyez pas, je dirais, novice et que vous ayez déjà un petit peu de mon expérience. Donc, on va voir maintenant les avantages de la niche immobilière. Donc, du coup, avec un faible investissement au départ, on peut devenir propriétaire bailleur. Donc, il est vrai que dans certaines villes, pour 5 000 €, on peut devenir propriétaire de places de parking. Voilà. Après, un budget de 15 à 20 000 €, on peut attaquer à trouver un garage ou plusieurs garages dans certaines villes pour faire soit du stationnement ou du garde-meuble. Voilà, si on veut se diversifier un petit peu. Derrière, bien évidemment, avec de plus gros montants, on peut cibler des lots de garage ou des locaux plus importants qui vont permettre de multiplier les revenus. Donc, le premier point que j'ai abordé, c'est le faible investissement. Si je compare à l'immobilier traditionnel, ça coûte moins cher que d'acheter du logement. Et en général, même si on est sur des gros projets, si on compare les gros projets d'entrepôt ou des choses comme ça avec des immeubles de rapport, on va toujours peut-être arriver à des montants qui seront un peu plus faibles et des revenus qui seront théoriquement plus importants avec un petit peu moins de soucis. Justement, petite surface, petite dépense. Alors ça, c'est quelque chose qui sonne souvent au sein de notre club où tous les propriétaires en parlent souvent. En fait, c'est logique, même si on n'y pense pas forcément. Si je prends l'exemple de la taxe foncière sur une place de parking au cœur de Paris, elle restera toujours moins chère qu'un logement qui sera situé à la même adresse. Au passage, si on prend ce même exemple avec un logement sur Paris, la rentabilité nette va être souvent 2 à 3 points plus élevée sur un parking traditionnel que sur un logement classique. Pourquoi ? Parce que quand on passe du brut au net, qu'on a enlevé les taxes, les impôts qui sont plus élevés dans les logements, mais surtout les soucis qu'on peut avoir, c'est-à-dire toutes les mauvaises surprises en termes de travaux ou autres, même si fiscalement on arrive des fois à rattraper un petit peu, parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Et du coup, les places de parking peuvent permettre, ou les garages, d'avoir une petite rentabilité qui sera un peu supérieure. Du coup, bien évidemment, donc si je reste sur les petites surfaces, petites dépenses, dès que vous avez des travaux à faire sur ce type de produit, vous n'avez pas beaucoup de contraintes. En gros, voilà, sur un garage commun, un parking commun, si vous avez une porte automatique qui tombe en panne ou un bip qui tombe en panne, voilà un petit peu les soucis quotidiens que vous pouvez gérer quand vous avez un parc de garage ou de stationnement à gérer. Voilà, donc on n'est pas souvent dérangé par les locataires. C'est aussi un peu le côté tranquillité, moi, que j'apprécie. Et derrière, les quotes-parts en copropriété, quand vous avez des travaux type dans des parkings communs, du ravalement de façade ou des choses comme ça, vous avez un quote-part qui est beaucoup plus faible quand vous avez que des parkings. Moi, typiquement, les places de parking que j'ai, elles sont détachées de logement. Du coup, dès qu'il y a des quotes-parts pour des travaux ou des choses comme ça, les montants ne sont pas très élevés. Donc, quelque part, ce n'est pas non plus catastrophique. Après, donc, ce qui est très important, c'est le contrat de location libre.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette niche, en fait, on est régi par le Code civil. Donc, en gros, on est un petit peu en rédaction libre pour ce type d'emplacement. Donc, je vais parler des parkings, garages et caves. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer des clauses particulières avec, bien évidemment, toujours une certaine limite. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. Du coup, par exemple, dans les exemples classiques que j'aime bien citer, c'est qu'on peut facturer l'envoi de quittance de loyer à ses locataires. Voilà, ça, on a le droit de le faire parce que le Code civil ne nous l'interdit pas. Tant que c'est clairement noté dans le bail et que le locataire l'a paraphé et l'a signé, donc l'a accepté, il n'y a pas de souci. On peut après inclure aussi des conditions très strictes contre les mauvais payeurs. Voilà, moi, c'est des choses que j'ai fait au fil du temps. J'ai pas eu trop de soucis de mauvais payeurs, mais on aime bien toujours se protéger. Donc, voilà, on en profite quand les contrats sont libres. Donc, il est évident que certaines clauses ne peuvent pas être abusives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Le Code civil, il est tolérant, mais c'est comme tout, il ne faut pas aller dans l'excès. Si je compare maintenant au niveau local, donc là, on va être plus sur des entrepôts, des locaux, des hangars. On peut être plus sur du bail commercial, donc avec des entreprises, je parle. Quand on loue avec des particuliers, on loue moi, je loue des box dans un entrepôt. C'est comme des contrats de garage que je fais. Voilà, donc c'est du particulier à particulier, c'est géré par le Code civil. Par contre, dès qu'on est face à une entreprise, il faut passer par un bail commercial, donc un 3, 6 ou 9 ans. On peut faire plus, mais après, ça doit être validé par notaire. Et là-dessus, donc, c'est pareil. Il y a plusieurs règles à respecter sur un bail commercial, mais il y a quand même pas mal de libertés aussi qui peuvent être imposées tant que les deux parties sont d'accord et ils trouvent leur compte. D'ailleurs, au passage, si vous voulez un jour avoir un modèle de bail commercial, on en a un dispo sur notre site internet. Donc, il faut chiner un peu, mais vous le trouverez si ça peut vous aider. Du coup, je continue un petit peu entre le contrat et la loi en faveur du propriétaire. Donc, j'ai ajouté ce point-là parce que c'est assez important d'insister là-dessus. Donc, on en a un peu parlé à l'instant, mais le Code civil, en fait, sur les contrats de location de parking-garage, dans le haut des baux, il est souvent noté, donc c'est régi par le Code civil et que la loi 89-462 du 6 juillet 89 ne s'applique pas. Voilà, c'est-à-dire que la loi, entre guillemets, qui pose beaucoup de soucis dans l'immobilier traditionnel, on ne va pas se mentir, elle ne s'applique pas dans cette niche. Ce qui est, moi, le plus gros avantage que je peux trouver si je compare à mes appartements que j'ai en location. Aujourd'hui, même toutes les directives des différentes lois immobilières, comme la plus contraignante loi Allure, ne s'appliquent pas du tout au parking et au garage. Attention, on est bien d'accord que je rentre dans ce cas-là détaché d'un logement. C'est-à-dire que si vous louez un parking ou un garage qui est dans un contrat de bail rattaché à un logement, là, c'est lui qui prévaut et c'est bien sûr la loi du 6 juillet qui en tient compte. Je parle vraiment d'une activité totalement détachée d'un logement et vraiment en activité purement et simple. Du coup, voilà, on n'a pas de trêve hivernale non plus, ça c'est un bon avantage. Les conditions d'expulsion, c'est toujours compliqué d'expulser quelqu'un, mais c'est hyper facile par rapport à du logement traditionnel parce que on peut pas faire n'importe quoi, mais c'est très très facile de pouvoir se débarrasser de quelqu'un qui paye pas. Voilà, même s'il n'y a pas tant de mauvais payeurs que ça. Derrière, dans les autres points que j'ai mis en avant, c'est la gestion locative simple. C'est vrai qu'on passe pas beaucoup de temps à gérer ce type de bien. Moi, si je compare avec mes autres biens traditionnels, je suis pas embêté par les locataires, vraiment très peu. Je vais gérer un peu de turnover parce que j'ai un peu plus de volume, mais ça dépend encore une fois des produits et des emplacements. Derrière, une fois que le contrat est établi, en général, le virement du loyer il tombe automatiquement tous les mois. Et on entend rarement parler du locataire. Typiquement, moi, dans les contrats de location que j'établis avec mes locataires, je vais leur dire qu'il faut qu'ils payent au 10 du mois s'ils payent par chèque. Par contre, comme c'est libre, j'ai ajouté une clause qui dit que s'ils me payent par virement bancaire, je les laisse payer jusqu'au 15 du mois. Donc, en gros, je dois avoir 99% de mes locataires qui payent en virement bancaire. Donc, comme ça, ça tombe tout sur mon compte et je ne m'embête même plus à faire des remises de chèques. Donc, c'est des petites astuces qui permettent justement, avec cette liberté de contrat aussi, de se simplifier un peu la gestion locative. Du coup, donc, comme le montant des loyers reste faible, ça on le verra un peu dans les désavantages, il n'y a pas forcément beaucoup de mauvais payeurs. C'est-à-dire que les gens auront plus facilement tendance à bloquer le paiement de leur loyer de logement que d'aller bloquer 50 ou 80 euros de loyer de garage. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, moi, mes plus petits parkings, c'est 25 euros et 30 euros le loyer, les moins chers que je loue. Sincèrement, même avec la période Covid, les gens qui ont eu des difficultés, ils ont demandé des reports
pour les logements. Par contre, moi, j'ai eu qu'un locataire qui m'a dit, est-ce que je pourrais pas reporter? Bon, c'est un artisan. Wow, je lui ai dit oui, ça ne m'a pas fait boiter. Et puis lui, il était content. Mais à la sortie, tout le monde a bien payé. Et les gens, quand ils ont des difficultés financières, ils vont plus regarder les plus grosses dépenses et bloquer les plus grosses dépenses que d'aller, entre guillemets, se prendre la tête pour un garage. Et parfois, leur véhicule est aussi très important à leurs yeux. Donc, avoir un endroit sécurisé, ça reste important. Derrière, donc, le dernier point que je voudrais aborder sur les avantages, donc, c'est les risques limités. Donc, pour moi, c'est le gros avantage, en fait, c'est qu'on a une meilleure vision du risque sur ce type de produit. C'est-à-dire qu'un mauvais payeur sur un logement va vous mettre tout de suite en difficulté. Si vous avez un crédit à rembourser, vous n'avez qu'un seul locataire en logement, le mec il ne vous paye plus, ben là, je pense qu'on peut commencer à transpirer parce qu'on a des mensualités à rembourser. Sur un lot de 10 garages, par exemple, ben, si un locataire ne paye pas dans les temps, ça ne va pas nous mettre dans le rouge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours rembourser des mensualités de crédit qui seront peut-être aussi moins importantes parce que l'investissement est plus faible. Et du coup, on a toujours les autres locataires qui font une entrée d'argent et qui nous permettent justement de rester un petit peu à flot. Donc, en fait, la mise de départ réduit les risques de perte sèche aussi parce que comme on est sur un petit investissement, on prend moins de risques à acheter des parkings ou des garages, même s'il ne faut pas acheter n'importe quoi non plus, ça on va le voir après. Et derrière, en cas de mauvaise surprise, on sait que les travaux vont être limités. Alors j'insiste bien, sauf dans le cas où il faut refaire une toiture en amiante. Voilà, vous avez beaucoup de lots de garages qui sont des années 60-70 qui sont en vente parce que les gens arrivent en retraite ou malheureusement sont décédés. Et là, vous avez des toitures en amiante, donc il faut faire très attention. On a des membres, nous, au sein du club, qui nous ont rejoints et qui ont acheté avec des toitures en amiante pourries. Et je peux vous garantir que c'est compliqué de les aider parce qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre des conseils et anticiper avant d'investir. Moi, je dis toujours que 3 avis valent mieux que sa propre idée parce que des avis extérieurs, ça peut être quelqu'un qui va avoir un œil extérieur et puis qui va dire « Ah tiens, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, j'ai pas vu ça. » Et dans les parkings comme dans les garages, on a des fois envie d'aller très vite et il faut parfois savoir prendre un peu de recul et bien analyser la situation. Globalement, pour conclure sur ce slide, en fait, j'ai mis en avant tous les avantages qui ressortent par rapport à mon expérience en immobilier, c'est-à-dire dedans et dehors la niche. Il est clair que peut-être certains d'entre vous vont trouver d'autres avantages sur ce type d'investissement, mais moi, j'ai fait ressortir les avantages qui me semblent les plus sympas au quotidien. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la partie moins drôle. Une question justement par rapport à cette slide. Toi qui as eu une mauvaise expérience des investissements classiques par rapport aux investissements dans les garages, est-ce que tu as eu aussi est-ce que tu as rencontré des mauvaises expériences dans les garages, des mauvais payeurs, Moi, en fait, j'ai eu qu'un seul mauvais payeur sur tous mes locataires et j'ai envie de dire c'était de ma faute. Parce que j'ai fait du sentiment. C'était un mec qui était en difficulté. Déjà, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas catégoriser mes locataires, mais c'était quelqu'un qui était dans une classe sociale très difficile. Enfin, un mec en galère. Il était jeune, il avait des enfants, il n'avait pas de boulot. C'était hyper compliqué. Et en fait, j'ai fait du sentiment parce que ce mec-là, ben voilà, c'était la voiture de son père. Son père venait de décéder. Enfin, une histoire rocambolesque. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été sympa. J'ai eu 2 loyers de payés. Après, le 3e loyer était plus payé. J'ai commencé à monter au créneau. Le gros avantage, c'est qu'au bout du 4e mois, il était parti. Voilà, même si sa compagne, je me rappelle d'une altercation au téléphone, elle m'avait expliqué qu'il y avait une trêve hivernale et que je ne pouvais pas les mettre dehors. Et du coup, moi, je m'étais fait un plaisir de lui expliquer qu'elle se documente parce qu'il n'y a pas de trêve hivernale dans les garages. Donc, je lui dis, même si je veux votre voiture, je la tire à l'extérieur, même si légalement, c'est un peu limite, on est d'accord. Bien sûr. Mais voilà, donc non, mauvais payeur, sincèrement, beaucoup de chance. Des gens parfois qui vont être en difficulté, qui vont te demander de décaler des loyers. Donc ça, c'est plus valable sur des plus gros loyers, comme par exemple, on a des garde-meubles un peu gros qu'on loue 120 € par mois. Il est vrai que des fois, si les gens ont des difficultés en loyer, là, sur 120 € par mois, des fois, les gens titillent un peu, disent est-ce que je peux pas payer le 20 au lieu du 15. Donc après, on voit comment on s'arrange. Et après, un autre mauvais payeur, moi, que j'ai eu en garde-meuble, bizarrement, c'était un notaire qui devait louer
en fait, au garage. Alors, c'était compliqué. C'était quelqu'un qui était en prison, en fait. Et donc, c'est passé par un adjudicateur judiciaire qui cherchait un garde-meuble. Voilà. Et donc, en fait, c'était payé par un notaire. Et je me suis battu plusieurs fois avec le notaire qui ne payait pas. Aujourd'hui, c'est réglé quand on a menacé de leur dire vous venez chercher tous les meubles, vous dégagez, on ne veut plus vous voir. Donc, finalement, ils se sont mis à payer correctement. Donc, c'est un problème résolu. Et pour répondre au reste de ta question, sur les soucis, les mauvais payeurs, pas trop. Maintenant, en logement, je suis beaucoup plus strict aussi que ce que j'ai pu faire par le passé. Voilà, j'essaye d'être quand même assez strict là-dessus, quoi. Ok, d'accord, super Christophe, je te laisse continuer du coup. Ça marche, allez. Donc maintenant, on va voir les inconvénients, parce que les inconvénients, c'est important d'en parler. Donc du coup, on va commencer par l'impact des frais de notaire. Donc il faut être honnête, en fait. L'idée aujourd'hui, c'est de vous lister quelques inconvénients. Il y en a peut-être d'autres aussi en fonction de la situation personnelle de chacun. L'important, si vous voulez, moi, c'est de vous dire en toute transparence les aspects qui peuvent être négatifs et de voir si c'est acceptable dans votre situation pour vous dire si ça colle avec mon projet d'investissement, je peux prendre tel ou tel risque, donc j'y vais ou j'y vais pas. En fait, le premier aspect négatif, c'est vraiment les frais de notaire. C'est-à-dire que l'impact sur les frais de notaire, il est fort. Même si la loi Macron est venue plafonner les frais de notaire sur les petits achats, autour de 10%, si je ne dis pas de bêtises, ça représente une part non négligeable sur une place de parking ou un garage. Quand vous achetez une place de parking ou un garage, vous payez quand même des émoluments et des frais de notaire qui sont quand même assez élevés. Donc, au niveau de la rentabilité, quand vous faites des tableaux de simulateurs de rentabilité ou de cash flow, vous vous rendez compte que avec des graphiques, la part donnée au notaire vient impacter la rentabilité. Donc, à ça, il y a une petite recommandation, moi, qui est bonne à garder en tête, c'est de se dire, en fait, il faut toujours vous positionner sur un lot d'au moins 4 emplacements. C'est-à-dire qu'une étude qu'on avait fait au sein de notre club d'investisseurs démontrait qu'en fait, c'est à partir de 4 emplacements que l'impact des frais de notaire commençait à s'estomper par rapport au prix d'achat du bien. Voilà, donc c'est le premier point qu'il faut penser et pas oublier. Il ne faut pas se lancer tout azimut pour acheter un garage à l'unité ou un parking à l'unité. De même pour la négociation, vous aurez une meilleure négociation si vous achetez des lots que si vous achetez des emplacements à l'unité. Derrière, l'autre point, c'est les petits loyers. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens qui avancent l'argument les parkings, c'est du gain petit. Donc moi j'aime bien cet argument parce que parfois je m'en sers pour négocier quand je veux acheter, c'est-à-dire quand j'ai des vendeurs qui sont un peu trop fiers du rendement que peut donner leur parking, j'aime bien sortir un peu ça m'aide parfois à négocier. Donc c'est vrai que si on compare avec un logement traditionnel, on va pas se mentir, le montant des loyers il reste faible, ça c'est clair. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'expression « gagne petit » parce que mes meilleures rentabilités, c'est dans cette niche immobilière. C'est aussi pour ça que je continue à être assez focus dedans. En fait, pour faire simple, si on prend un investissement immobilier de 100 000 €, vous avez d'un côté un logement traditionnel et un lot de 10 garages. Pour faire très simple, on ne va pas parler de ville ni voilà. Pour faire très simple, je prends des chiffres assez ronds. D'un côté, allez, peut-être un logement, on va dire qu'il va se louer 600 € par mois ou peut-être un peu plus, 700 € par mois. Et de l'autre, on va arriver peut-être péniblement à 400 € par mois au niveau des garages quand on aura un taux de remplissage de 100%. Donc, le taux de remplissage, je fais juste une petite parenthèse parce que c'est important. Le taux de remplissage, en fait, la règle, moi, que j'ai pu constater de mon expérience, c'est plus vous partez en dehors des villes ou des points stratégiques où il y a une forte demande, plus vous aurez un taux de remplissage faible, mais parfois, vous aurez peut-être une meilleure rentabilité aussi. Donc, en gros, si on ne veut pas être embêté, qu'on va avoir du 100% de taux de remplissage, on cible l'hyper-centre-ville. Et là, on peut louer pour du stationnement, pour du garde-meuble en fonction des configurations. Et du coup, soit c'est la stratégie, j'ai du 100% de remplissage et je ne suis pas embêté, soit je m'autorise d'avoir peut-être un 70-80% de taux de remplissage et je vais chercher peut-être des rendements un peu plus grands sur des configurations un peu plus exotiques et des business models un peu plus exotiques qu'on va voir tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de… donc, j'en reviens à mon exemple, pardon, j'avais perdu mon fil. Donc, en gros, sur ces 100 garages, on va dire qu'on aura des loyers de 40 € pour du stationnement et on va pouvoir les louer peut-être 60 € pour du garde-meuble.
Voilà, donc les revenus sont moindres, c'est-à-dire qu'il va falloir multiplier l'achat de lot pour obtenir des gros revenus fonciers. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un immeuble de rapport qui va vous rapporter un certain montant, il faudra avoir beaucoup de garages pour arriver à avoir les mêmes revenus fonciers de l'autre côté. On parle de revenus fonciers bruts, bien sûr, parce qu'après, quand on va laisser le net, sur les garages, on a peu de dépenses, donc on a quand même des rendements qui sont intéressants. En fait, je pense pas trop prendre de risques pour vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que les lots de garage rapportent 3 à 4% net de plus qu'un logement, que le logement en question qu'on a vu là. Donc après, encore une fois, c'est une stratégie un peu différente au niveau des garages. Les voitures donc, sont chassées des villes, donc ça c'est l'argument qui revient beaucoup. Donc c'est vrai que on va pas se mentir, si je prends par exemple l'action menée par Madame Hidalgo à Paris, on peut prendre peur, hein, les nombres de places se réduisent. Et moi, je suis pas propriétaire à Paris, je suis propriétaire à Lyon, voilà, qui est la 3e grande ville. Moi, tous les membres du club avec qui je discute, qui sont des gros propriétaires de parking et de garage sur Paris, en fait, depuis qu'il y a une baisse du nombre de places sur Paris, ils n'ont jamais eu autant de demandes locatives pour leur parking. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que du coup, plus le nombre de places diminue, plus la demande locative va exploser. Donc, ils ont monté leur loyer, ils sont contents comme tout. Alors, c'est vrai qu'il y a le risque que dans 10 ans, il n'y ait plus du tout de voitures. C'est-à-dire que les voitures soient totalement bannies. Et là, du coup, la solution d'évolution, ça peut être de s'orienter sur du garde-meuble. Parce qu'aujourd'hui, les gens manquent cruellement de place. Et je pense que c'est une constante augmentation. Voilà, le garde-meuble, c'est quelque chose qui est vraiment en plein boom. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'en reparle parce qu'aujourd'hui, c'est l'activité qui nous prend le plus de temps en termes de revenus complémentaires. Et c'est ce qui marche le mieux parce qu'on a une demande locative qui explose souvent. Et un point qui est intéressant, que j'avais noté aussi de vous dire, en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2 en 10 ans. Donc, je parle de l'immobilier traditionnel, d'accord? Alors que si je compare juste au parking, je ne parle pas du tout des locaux commerciaux ou artisanaux qui, eux aussi, ont une tendance immobilière à assez suivre l'immobilier traditionnel. Les parkings, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pris que 15% sur la même période. Voilà. Donc, en fait, un parking ou un garage, en fait, il faut voir ça comme un achat long terme qui peut vous générer du cash et vous aider un petit peu à procéder à d'autres investissements. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'achat d'un lot de garage pour mettre des locataires et dire je vais le revendre et je vais me faire une plus-value, ce n'est pas forcément le type de produit sur lequel il faut vous orienter. On peut le faire plus avec un entrepôt, parce qu'avec un entrepôt, on a un locataire, une entreprise qui va démarrer, on va l'aider quand elle va démarrer en lui faisant un petit loyer. Derrière, l'entreprise va exploser, on va dire ce serait bien que tu sois propriétaire de ton local, on lui revend, là on peut faire une plus-value. Pour les parkings, les garages, il faut voir ça comme un investissement à multiplier. On fait des faibles investissements au départ, on donne des bonnes rentabilités, ce qui nous permet de réinvestir dans l'immobilier derrière. Et donc, le gros point de vigilance, qui est un peu le point du moment, c'est les arnaques du moment. Donc, vous verrez certainement un peu partout sur Internet, sur Facebook, ailleurs. Vous êtes certainement sollicité par des pubs pour acheter des places de parking dans les aéroports. Dans 99% des cas, mais maintenant ça a tendance à baisser, se recadre en France, à l'étranger et dans des aéroports. Voilà. Donc en gros, les gens vont se faire passer pour des mandataires de grands concessionnaires de parking. Donc, quand vous regardez tout, les parkings, ils existent réellement. Quand vous prenez le parking de l'aéroport de Lisbonne, il existe, oui, voilà. Bon, on va être très franc là-dessus. Quand vous avez des rentabilités annoncées de 15% net sur des parkings avec des contrats qui garantissent des revenus, il y a anguille sous roche. Il y a un moment donné, on ne va pas se mentir, il y a des bonnes rentabilités qui peuvent être chassées, mais c'est comme partout. Le rêve, ça marche un peu et il faut quand même faire attention et bien regarder ce qu'on achète. Le seul conseil important face aux arnaques ou face à tous les gens qui voudraient vous vendre un peu du rêve là-dessus sur les parkings, c'est en fait d'acheter un emplacement en nom propre et pas d'acheter de la pierre papier ou de la modiation ou de la concession de parking, parce que ces gens-là, en fait, ils vous vendent la concession, en fait. Ils vous vendent du rêve parce qu'ils ne peuvent pas vous dire je te vends la place numéro 3 à l'aéroport de Lisbonne, parce qu'on va dire mais attends, la place numéro 3, comment je la loue, comment je fais? Non, on vous dit c'est un parking qui est tellement rentable qu'on vous redonne des dividendes et puis vous êtes propriétaire d'une place, de 5 places et du coup, voilà, vous avez des revenus garantis. Mais croyez bien que c'est clair que c'est très rentable dans les aéroports, des parkings, mais des Vinci ou des grands concessionnaires, que ce soit en France ou à l'étranger, ils ne vont pas faire rentrer des investisseurs privés. Au contraire, ils préfèrent croquer le gâteau tout seul.
Donc derrière, en gros, si vous voulez acheter de la pierre papier dans les parkings, n'investissez pas dans les parkings, passez dans des SCPI, il y a des SCPI qui fonctionnent très bien et ne vous embêtez pas à ne pas acheter en nom propre. Voilà, c'est vraiment le gros conseil sur ces inconvénients. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, donc je me tourne vers Goulwen. Toi, tu as aussi des questions. Toi, Christophe, tu vois quoi, en moyenne, tu vois quoi comme rentabilité entre les parkings et les box? Alors, en fait, bon, c'est une très bonne question. Moi, en fait, mon meilleur coup, c'est mes 5 places de parking que j'ai réussi à acheter auprès d'un promoteur immobilier. Ce promoteur immobilier, en fait, il savait pas quoi faire de ces parkings. Ils étaient inoccupés. La première fois que je l'ai contacté, il voulait me vendre ça 3 000 € par place. Bon, je lui ai dit, je vous rappellerai dans un an quand vous les aurez pas vendus puis que vous en aurez marre de payer les charges de copropriété de syndic dessus. Du coup, 6 mois après, ils sont revenus. C'était bon, à combien vous êtes prêts de les acheter? Bon, j'ai essayé de taper fort. J'ai dit 600 €. Résultat, je les ai touchés à 800 €, frais de notaire inclus. Donc aujourd'hui, c'est des parkings que j'ai touchés à 800 €, tout frais inclus, donc par place. Je les loue 25 à 30 € par mois. Donc, je me sors une rentabilité. Alors, j'aime pas dire rentabilité parce qu'on est sur des petits montants, mais on va dire un retour sur investissement net qui est supérieur à 20 points, quoi. Parce que bon, le calcul est vite fait, quoi. Et après, l'autre gros projet, là où j'ai beaucoup de rentabilité, sur des garages, on a des bonnes rentabilités aussi en garde-meuble parce qu'on loue plus cher. Et le garde-meuble, soit vous avez du turnover parce que les locataires partent souvent parce que c'est soit des locataires de déménagement, donc c'est l'affaire de quelques mois, soit des gens qui restent au garde-meuble. Ça va faire bientôt 2 ans, nous, qu'on a notre entrepôt et j'ai des locataires, ils sont là depuis 2 ans et c'est qu'ils n'ont pas de place chez eux. Et sur notre projet entrepôt, aujourd'hui, notre comptable est un peu surpris quand on fait les bilans comptables, c'est qu'on est sur une SCI à l'IS qui génère des revenus. Aujourd'hui, on monte en trésorerie. Au bout d'1 an et demi, on était rentable, donc on paye l'assurance du local, on paye les crédits. Et si tout va très bien, on devrait… Alors, nous, l'objectif, c'est de ne pas rentrer dans la TVA, donc on reste à 30 000 € de revenus maxi. Mais on a dans les plans, on arriverait, une fois que le crédit sera remboursé dans 5 ans, on pense se tirer, on n'arriverait pas loin des 28 points nets. Alors, je parle net, pas net. Hein. On est d'accord que derrière, les impôts sur les revenus qui viennent se servir en fonction de comment on… Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein. Et par rapport à tes box que tu as, c'est plus de l'exploitation pour des particuliers qui recherchent à y mettre leur voiture, ou c'est plus du garde-meuble, justement? C'est quoi, justement, les gens qui te sollicitent pour louer tes box à toi? Alors, typiquement, moi, j'ai les produits dans différentes localisations. C'est-à-dire que j'ai des garages qui vont être localisés dans un secteur où la demande locative, c'est du stationnement. Donc, je loue que du stationnement. Et je vais avoir d'autres produits qui vont être plus, je dirais, mixtes. Et là, forcément, moi, je vais vouloir pousser du garde-meuble parce qu'on peut louer plus cher. Derrière, ça dépend vraiment de l'emplacement. On va voir sur les différents types de business model qu'on peut faire dans cette niche. Mais globalement, c'est dur à évaluer. Moi, j'ai un peu de tout. Et pour répondre à ta question en termes de clientèle, donc il y a du particulier, c'est clair. Il y a des artisans parce qu'ils ont aussi besoin de place ou de stocker du matériel. On a aussi chassé des entreprises parce que les entreprises ont des gros problèmes d'archives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi leur impose de stocker énormément de paperasse, de garder, je prends par exemple les fiches de paye des salariés, je ne sais plus le temps légal, mais je ne sais même pas si ce n'est pas pendant toute la durée de vie de l'entreprise qu'ils doivent les garder, donc ça fait beaucoup de paperasse. Et il y a beaucoup de documents qui sont compliqués d'informatiser, et le stockage informatique a aussi ce problème qu'il y a des vulnérabilités, que ça peut se planter, des choses comme ça. Donc on a aussi des entreprises qui cherchent des bonnes conditions de stockage, avec pas d'humidité, une très bonne sécurité pour mettre des archives où ils vont jamais, quoi. Voilà un petit peu le panel de clientèle qu'on a sur du garde-meuble.
Ok, merci Christophe, je te laisse continuer. Ça marche. Alors, on va parler maintenant donc, des idées de business model qui fonctionnent. Donc, je vais démarrer par… en fait, l'idée, c'est de vous citer tous les types de produits de la niche et de vous donner quelques idées de business model que vous avez le droit de reproduire et il ne faut pas s'en priver. Voilà, donc on va commencer par les parkings en extérieur. Donc, les parkings en extérieur, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le meilleur investissement que vous pouvez faire. C'est le moins cher sur le marché, mais ce n'est pas forcément le plus rentable. Sauf dans certains cas. Je pense notamment à un membre du club qui, lui, a des parkings près d'une gare ferroviaire. Donc, soit il faut viser de l'hyper-centre-ville, hein, je vous ai mis le petit logo, donc soit de l'hyper-centre-ville, ça c'est la règle pour avoir une bonne demande. Le top du top, c'est d'avoir un emplacement en or à côté de gares ou de stations de métro très fréquentées, ou alors des aéroports. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui… Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui se montent, mais il y a aussi les particuliers qui le font, qui vont trouver un terrain pas trop loin d'un aéroport. Alors après, ils vont faire des petits services en plus pour transporter les gens. Mais du coup, ils trouvent un terrain, c'est du parking extérieur, ils louent les places, ils les louent moins cher que toutes les entreprises traditionnelles parce que c'est des particuliers. Et du coup, ils arrivent à générer du cash. Donc, parking extérieur, c'est vraiment l'emplacement en or. Si vous avez une place de parking, entre guillemets, devant chez vous, dans une petite ville, n'achetez pas parce qu'en plus, une place de parking extérieur, vous êtes en concurrence directe avec les parkings publics, des choses comme ça. Donc, hormis un emplacement en or, pour moi, il ne faut pas y aller. Derrière, donc, il y a les parkings couverts. Donc, les places de parking couvertes, c'est pareil. Moi, je suis très hyper centre-ville. Donc, hyper centre-ville, pourquoi? Parce que vous êtes sûr que vous pouvez avoir un beau taux de remplissage, parce que pour ce type de produit, il faut avoir un bon taux de remplissage. Derrière, il faut savoir que sur des places de parking couvertes, vous n'avez pas le droit de faire de stockage. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre des cartons, des meubles là, sur un ensemble ouvert, comme la photo qu'on voit à gauche, vous avez le syndic de copropriété qui vous tombe dessus, puisque la plupart du temps, c'est en copropriété. Et du coup, vous êtes embêté, c'est pas sécurisé non plus pour le vol. Donc, pour moi, il faut cibler stationnement, hyper centre-ville. Je vous ai mis le petit logo PMR parce que si vous trouvez une place handicapée, c'est super parce qu'elles sont plus grandes, donc il y a plus de place, on peut les louer plus cher. Surtout dans les parkings anciens, puisque les parkings anciens des années 70-80, les voitures étaient plus petites, donc les garages ne font pas les super dimensions standards. C'est un peu plus petit, quoi. C'est un petit peu plus petit. Donc, en gros, les places PMR, pour vous donner une idée, ce qui change, ce n'est pas la profondeur. La profondeur, c'est 5 mètres, le terme légal. Et la largeur, c'est qu'on passe sur 3,30 mètres. Voilà, donc ce qui est pas mal. L'autre point que je vous ai mis aussi, c'est la voiture électrique. Donc, il ne faut pas oublier, la voiture électrique, tout le monde veut y aller, même si beaucoup d'industriels trouvent que c'est une connerie. Mais du coup, il faut penser pouvoir accueillir des voitures électriques. Donc ça, c'est pas forcément un gros frein parce que dans les parkings en copropriété, il faut savoir qu'il y a des lois qui sont tombées. C'est-à-dire que moi, j'ai une place de parking dans un immeuble en copropriété. Si demain, jeudi, lors d'une assemblée générale, moi, j'achète une voiture électrique ou j'ai un locataire qui a une voiture électrique, je veux une borne de recharge électrique, et bien, en fait, c'est très compliqué de faire les démarches pour empêcher je dirais, la copropriété d'acheter ce bornage électrique. C'est-à-dire que la copropriété a une obligation, comme il faut aller vers l'électrique, d'aller financer l'installation de bornes de recharge électrique. Alors, ça a un investissement, on est bien d'accord. Mais après, c'est de se dire aussi, à l'avenir, je sais qu'avec cette astuce-là, si un jour on passe au tout électrique en hyper centre-ville, on poussera la copropriété à investir. Ça sera un investissement. Il faudra voir fiscalement comment on passe ces travaux-là. Mais derrière, je pourrais louer pour de la voiture électrique, donc je ne serais peut-être pas pris. Et donc, le stockage est interdit, mais il y a des solutions qui sont aussi possibles, qui vont être le boxage, c'est-à-dire qu'on peut obtenir l'accord de la copropriété pour aller transformer une place de parking en box fermé, en garage. Voilà. Du coup, sur ce slide, je vais passer pour continuer dans les places de parking, les lots de parking. Moi, je vais vous parler typiquement des places de parking que vous pouvez trouver pas cher. Vous pouvez trouver une place de parking pas cher parce que c'est très compliqué de se garer avec sa voiture sur une place de parking. Je ne sais pas, elle est dans un coin, il y a des poteaux, c'est pas pratique. Bon. Donc, le vendeur, il ne pourra pas vous la vendre très cher. Et là où vous pouvez faire un gros boom, c'est d'aller la diviser et la transformer en parking de roue. Alors, attention, on est en accord, on ne parle pas en pleine campagne, on part hyper centre-ville. Voilà, je prends l'exemple, on a Anne dans le club qui, elle a fait ça pour des parkings à Paris, c'est pas loin de la place d'Italie, de la porte d'Italie.
je ne sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, si c'est le 14e ou le 17e, s'il y a des gens de Paris, j'espère qu'ils m'en tiendront pas rigueur. Voilà, donc en gros, typiquement, on prend une place qui est compliquée pour les voitures, on l'achète pas cher. On se dit, tiens, je vais faire bien le métrage pour voir comment je peux faire ça, parce qu'il y a des dimensions moto à respecter. On respecte la taille moto. Du coup, on va pouvoir mettre des motos. Donc, l'intérêt en termes de rentabilité, c'est que si vous avez par exemple une voiture, je dis une connerie, qui va payer, où vous allez la louer peut-être 60 € à Paris, parce que c'est peut-être 120 € les places de parking à Paris, mais elle est tellement difficile d'accès que si vous arrivez à aller peut-être à la louer 80 €, ça se passera bien pour une petite voiture. Et là, vous allez diviser en, je sais pas, là, sur la photo, elle avait fait 4, 5, 6, 7, je crois, 7 places moto. Si vous avez 7 places moto, même des motos à 30 € par mois, la rentabilité, je vais pas vous la calculer, vous savez la calculer, quoi. Donc ça, c'est une idée aussi, c'est de se dire, il y a des places de parking qui peuvent être un peu compliquées à vendre, ou pas pratiques pour se stationner en voiture, ou que des petites voitures. Donc, il faut penser, si je mets des 2 roues à la place, alors il faut qu'il y ait de la demande, bien sûr, il faut faire une étude de marché avant de se lancer là-dedans. Et du coup, ça permet de le faire. Donc, il faut savoir, il y a la norme, la NF P91-120, qui régit les parcs de stationnement à usage privatif, donc qui impose forcément les dimensions et puis une petite allée pour garer les motos. Et après, on retombe aussi dans un cas comme ça où on va encore limiter le risque locatif, parce que si vous avez, au lieu d'avoir une voiture en location, un seul locataire, vous avez même ne serait-ce que 2 ou 3 motos. Du coup, si vous avez 3 motos, vous avez 3 locataires. Donc, c'est aussi pas mal pour multiplier les revenus. Voilà pour ce slide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc là, après, on va passer plus sur les garages. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les places de parking traditionnelles. Ça peut être le moment maintenant ou à la fin de… Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, Christophe, peut-être à la fin. Ça marche. Allez, je continue. Du coup, maintenant, on va passer donc dans un lot de garage. Donc, je reste toujours sur les lots, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut au moins avoir 4 emplacements. Donc, à partir de 4, on va parler d'un lot. Donc, pareil, vous avez 2 types. On va retrouver un peu les mêmes types que sur les places de parking. Vous avez les garages en extérieur et les garages en souterrain. Donc, les garages en extérieur, il faut penser sécurité des lieux. Donc, le top du top, en fait, en termes de produits, il faut trouver un lot de garage en extérieur et hors copropriété. C'est le top du top parce que vous faites ce que vous voulez. C'est les produits les plus rentables de la niche, parmi les produits les plus rentables. Vous avez donc, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais peut-être pas repasser là-dessus, donc le grand panel, tout ce qui est stationnement, stockage, garde-meubles, des artisans, voilà. Ce qui est important, c'est de penser la sécurité des lieux aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un lot qui soit trop retiré de regard, que les gens ont peur de laisser leur affaire dedans, surtout pour du garde-meuble. Parce que le garde-meuble, il y a des gens qui ont des affaires qui n'ont pas de valeur et qui vont les stocker chez vous, mais il y a des gens qui ont quand même des affaires qui ont peut-être des valeurs sentimentales. Et ça n'a pas de prix. Donc, si vous avez des lots de garage qui sont, je dirais, dans des coupe-gorge ou des trucs comme ça, vous pouvez être sûr que les gens, pour du garde-meuble, ils ne voudront pas y aller. Derrière, après, vous pouvez aussi monter la sécurité en faisant un peu d'investissement, un peu de travaux, en mettant de la vidéosurveillance, des choses comme ça se fait aussi. D'un autre côté, il ne faut pas être trop visible non plus pour attirer les voleurs. Il faut trouver un petit peu une sorte d'équilibre subtil. Parce qu'après, si on est trop visible non plus, on peut tenter des voleurs d'aller fractionner des garde-meubles, même si globalement, si les mecs ne cherchent pas quelque chose en particulier, ils savent que s'ils vont fractionner un garde-meuble, ils ne trouveront pas des liasses de billets, ils auront peut-être un beau buffet, un beau meuble, et encore, ça risque d'être beaucoup de cochonneries, de linge, de trucs comme ça. Donc en général, je ne suis pas sûr que ce soit très ciblé par les voleurs. Donc les garages souterrains, eux, ils sont rentables quand vous avez une très bonne situation géographique. C'est pareil. Les garages souterrains, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le stockage et le garde-meuble est interdit. Donc ça, en fait, c'est dans 2 cas, en fait, où c'est interdit. C'est quand vous allez être en parking souterrain, donc à partir du niveau -1, ou sous des logements des habitations. En fait, ce qui se passe, c'est la norme de prévention contre les incendies qui l'interdit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire du stockage. Alors,
je sais ce que certains d'entre vous peuvent dire. Oui, il y a des gens qui le font. Bon, ça, c'est un gros débat. Voilà, donc il y a des gens qui le font. Après, moi, je connais des gens qui l'ont fait, qui ont dit oui, moi, je le fais. Il y a eu un incendie dans le parking et je peux vous garantir que ce propriétaire, quand j'ai échangé avec lui et il est membre de notre club et sur le forum, quand les gars disent ouais, je sais, j'ai pas le droit, mais moi, je le fais, je vous garantis qu'il réagit de manière virulente en disant bah, tu sais, le jour où tu recevras une lettre de ton assurance qui te dit que suite à l'incendie, il te laisse tomber parce que tu n'avais pas le droit de le faire, tu transpires un moment. Donc du coup, en fait, la plupart des cas, c'est aussi noté que c'est des usages strictement limités au stationnement de véhicules dans les contrats de copropriété, les règlements de copropriété, pardon, pas les contrats, les règlements de copropriété. Donc c'est vraiment la norme incendie qui vient prévaloir là-dessus. Alors, pour ce point-là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a des départements qui sont en train d'expérimenter la possibilité de faire du stockage sur ce type de configuration et de voir les vrais risques par rapport aux incendies. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est à l'étude dans certains départements. Donc ça va prendre certainement quelques années, mais peut-être, en tout cas on l'espère, dans un futur proche, on pourra se lancer à faire du stockage dans ces configurations-là. Et là, ça sera pas mal intéressant. Mais pour l'instant, il faut être encore vigilant. Si vous voulez le faire, vous avez le droit de le faire, mais c'est à vos risques et périls. Moi, je pense qu'il faut être vigilant et pas être trop gourmand non plus. Et après, quand les normes vont commencer à évoluer, parce que les normes incendie, elles sont très très vieilles, donc je pense qu'aujourd'hui, ça va évoluer beaucoup. Il y aura certainement, avec les équipements incendie qui augmentent dans les parkings, un compromis qui va être trouvé et on pourra stocker. Puis de toute façon, les gens ont beaucoup d'affaires. Donc l'autre point, c'est la sécurité des lieux. C'est un peu comme sur les places de parking en souterrain, pour les garages en souterrain. En fait, il faut éviter d'investir dans des garages ou des parkings situés en deuxième sous-sol. Pourquoi? Parce qu'après, au bout d'un moment, c'est long à descendre, surtout s'il n'y a pas d'ascenseur. Ça peut faire aussi coupe-gorge. Donc, je vous ai mis la petite ampoule. Il faut penser aussi le côté éclairage des lieux qui est important. Il faut en fait se mettre à la place, je dirais, d'une jeune femme qui veut prendre sa voiture dans un endroit sombre et lugubre. La première impression du futur locataire quand il va visiter votre place de parking en souterrain ou votre garage en souterrain, c'est waouh, c'est super éclairé, c'est sécurisant, c'est top. Voilà, parce que si la première impression c'est oulala, on voit pas grand chose, c'est pas super, ça inspire pas confiance et du coup, ça peut avoir un impact sur le nombre de locataires qui vont s'intéresser à ça. Du coup, on continue un petit peu dans le garde-meuble sur les caves, donc les lots de caves. Donc moi, j'ai pas l'expérience de cave parce que personnellement, j'en ai pas encore acheté parce que j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Dans les caves, moi, je suis très axé sécurité parce que les caves, on sait ça typiquement, c'est des choses qui sont visitées régulièrement. Il faut trouver des logements qui soient pas mal. Les caves, il y a un bon business model à faire quand même parce qu'il y a des membres de notre club qui ont fait de l'investissement dans les caves et ils en sont plutôt contents. Ils ont des bonnes rentabilités. Après, moi, je reste quand même dans les avis très éclairés, très sécurité, toujours hyper centre-ville. Pensez aussi maîtriser des caves, parce qu'attention, il y a des caves, c'est tout petit, donc quand vous allez mettre des annonces pour faire du stockage sur du 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes, vous n'allez pas avoir beaucoup de locataires, parce que c'est pas forcément, il faut quand même avoir un petit peu de place. Après, bon, voilà, les membres qui font ça, avec qui j'ai pu discuter, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder un peu les caves, même si j'ai pas trouvé mon bonheur. Eux, ils ont réussi à acheter des lots de caves pas chers du tout. Ils arrivent à les louer, ça se passe très bien. Après, bon, pour sécuriser le truc, ils ont mis des portes renforcées. Voilà, ils ont fait des petits travaux, mais ça passe dans l'investissement. Derrière, c'est un bon produit, mais moi, je pense qu'il faut privilégier la sécurité avant tout, parce que, en gros, j'ai envie de dire, il faudrait se mettre à la place du locataire, se dire, est-ce que je vais laisser mes affaires, même si elles n'ont pas trop de valeur, dans cet endroit-ci. Et le deuxième point, un petit peu négatif, alors je dis les caves parce que moi, celle que j'ai visitée, ça me plaisait pas pour ça, c'est que il n'y avait pas d'ascenseur, et du coup, j'ai dit, le mec qui veut mettre des cartons dans la cave, je vais lui louer, il doit se taper 10 marches d'escalier. Oh, il va me dire c'est trop galère quoi. Dès que si j'ai 50 cartons à descendre, qu'il faut que je me tape les 10 marches d'escalier, c'est trop galère. Donc il faudrait trouver peut-être aussi un ascenseur dans la copropriété. Ça fait des charges en plus, mais je pense que c'est un bon argument pour que les locataires se disent que il y a des choses à faire. Dans les caves, il y a aussi des pépites. Je pense notamment à un membre du club qui, lui, a réussi à trouver des grands espaces dans les caves. Vous avez des fois des anciennes chaufferies qui ne sont pas utilisées parce qu'il y a des changements d'énergie dans les copropriétés. Donc, les chaufferies sont plus utilisées, les copropriétés le mettent en vente. Et là, du coup, vous pouvez vous trouver des petites pépites qui sont des grands espaces avec pas mal de mètres carrés à exploiter dans les caves. Donc, ça peut être aussi une astuce.
Là-dessus, il faut, comme tout, prendre son temps, regarder un petit peu ce qu'on peut faire et puis prendre le temps de chercher. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des bonnes affaires à faire là-dedans aussi. Et niveau rentabilité, on est sur des rentabilités plus importantes ou moins importantes que sur les parkings en moyenne? Non, en fait, le garde-meuble sera plus lucratif qu'un parking traditionnel. Pourquoi? Sauf si vous avez une place de parking qui va être dans le 16e arrondissement de Paris, que vous allez louer une fortune. Mais le problème, c'est que vous allez la louer une fortune, mais si vous allez l'acheter une fortune aujourd'hui, donc si vous n'êtes pas propriétaire depuis 25 ans ou que ce n'est pas un héritage, c'est toujours pareil. Il faut regarder le retour sur investissement. Mais pour moi, le garde-meuble, et de par mon expérience et au vu même des autres investisseurs avec qui je discute dans la niche, le garde-meuble est une activité qui est plus rentable que du stationnement. Sauf si vous faites du gardiennage pour des véhicules de luxe, où là, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour stationner leur véhicule et avoir des services à côté. Mais niveau rentabilité, non, les caves, c'est comme les garages pour du garde-meuble, c'est toujours plus rentable. Les loyers, on voit bien, un garage qui va se louer, je vais dire une connerie, peut-être 70 €, vous pourrez le louer facilement quand vous les mettez sur les sites de co-stockage. Alors, ils prennent une commission, mais eux, ils vont vous annoncer des prix marché à 100, 110 €, quoi. Hein, et quand il y a de la demande pour du garde-meuble, bah, ça part, quoi. Ok, d'accord. Bah, merci Christophe. Ok. Alors, bon, pour la suite, on va parler local commercial ou artisanal. Donc là-dessus, le local commercial ou artisanal, il échappe pas à la règle. C'est l'emplacement, hein, c'est comme tout bien immobilier. Donc, plus c'est bien situé, ben, plus vous aurez des bons rendements locatifs. Donc, pour un local commercial, il faut regarder l'accès et la capacité de la vitrine. C'est-à-dire se dire que si on veut louer à un commerçant, il a besoin d'avoir une bonne vitrine, quelque chose de bien éclairé, que ça fasse envie, que les gens aient envie de rentrer. C'est comme ça que vous arriverez à bien le vendre rapidement et le vendre cher. Des locaux commerciaux, j'ai envie de dire, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont des locaux commerciaux et qui ont toujours dit, c'est pas grave, même s'il n'est pas loué, il va se louer un jour. Et c'est vrai que finalement, avec du temps, tout arrive à se louer. Même des locaux qui ne sont pas super. Voilà. Mais je pense que l'objectif, c'est quand même d'avoir des revenus rapidement. Donc, il faut quand même essayer de trouver un truc assez sympa, bien situé, pour pouvoir louer rapidement. Et moi, j'aime mieux avoir une liste d'attente sur mes locataires que de me dire, bon, je ne me soucie pas, j'ai d'autres revenus et je laisse filer, quoi. Derrière, si vous voulez, donc le local commercial, c'est la vitrine, c'est ce que j'ai dit pour valoriser un pas de porte commercial. Donc, hyper centre-ville, si vous trouvez des murs commerciaux que vous pouvez acheter ou des locaux commerciaux qui vont se trouver pas loin de rues piétonnes ou de choses comme ça, il faut y réfléchir. Encore une fois, attention, on sait aussi, vu la crise qu'on vient de subir, ben, il y a, dans beaucoup de villes, malheureusement, il y a beaucoup de petites boutiques qui ont fermé, donc il y a beaucoup d'emplacements à louer. Donc, encore une fois, il faut toujours faire une étude de marché, savoir où on va, il ne faut pas partir tout azimut et essayer de voir, voilà, en gros, si vous achetez un local, vous voulez vous positionner sur un local commercial et vous vous rendez compte dans la rue, il y a, je dis une connerie, mais il y a dans la rue piétonne, il y a 8 locaux à louer, faut vous poser des questions, hein, faut pas aller trop vite non plus, quoi. D'un autre côté, pour un local artisanal, il faut plus vérifier tout ce qui va être le côté livraison. C'est un peu comme les entrepôts qu'on va voir tout à l'heure. Il faut vérifier les accès, d'avoir par exemple un quai de déchargement pour les poids lourds, des choses comme ça. Et puis dans tous les cas, opter pour un local propre, du carrelage, un sol simple à entretenir parce que votre locataire, il y a deux écoles sur ce type de produit immobilier. C'est soit on achète un truc qui est totalement ravagé, il y a plein de travaux à faire et c'est le propriétaire qui le fait et il défiscalise. Soit on achète un truc nickel et le locataire, il pose ses affaires, il paye plein pot. Ou la troisième option, c'est de dire on fait un bail commercial, c'est souvent le cas, où les locaux sont loués en état, on trouve un mec, le premier locataire, il va être obligé avec sa société de faire des travaux pour rendre le bien, je dirais, accueillant pour ses clients. Et après, bah, quand il part, et ben, de toute façon, on garde tous les travaux en place, quoi. Voilà. Derrière, moi, dans ma stratégie, mais encore une fois, chacun peut voir des choses différentes. Moi, je suis plus à cibler des locaux top. Typiquement, nous, dans ce qu'on a fait dans l'entrepôt qu'on a avec mon associé, les locaux, il y avait plein d'humidité, c'était le bordel. On a tout refait, on a mis des murs en OSB partout, on a refait des plafonds, on a refait du sol. Voilà. Par contre, après, on a réussi. Alors, c'était un peu particulier parce qu'on a bien négocié avec l'entreprise qui est sur place et on a réussi en fait à leur faire prendre une participation
une bonne participation sur les travaux. Et comme le bien est super accueillant, super top, ben, on a pu avoir un loyer tout à fait correct. Donc voilà. Mais moi, je suis plutôt pour fournir du tout neuf parce qu'en plus, on a pu défiscaliser un petit peu sur les frais de travaux qu'on a emmenés. Et comme on est en SCI à l'IS, on a fait de l'amortissement, donc ça doit parler à certains d'entre vous. Voilà pour la partie locale commerciale ou artisanale. Du coup, je vais passer sur le slide suivant, donc qui va être investir dans un hangar ou un entrepôt. Donc là-dessus, il y a plusieurs business models avec les hangars ou les entrepôts. Donc c'est quelque chose, moi, où je suis tombé dedans il n'y a pas très longtemps. Et ça me plaît bien parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Donc nous, on est parti sur un business model avec mon associé qui était, on ne prend pas de risque. Donc, en gros, moi, je suis multi-activité. C'est-à-dire que dans notre entrepôt, on a un local artisanal, on a du garde-meubles, on a de l'hivernage de camping-car caravane et puis une autre activité qu'on verra après. Donc, du coup, moi, je suis multi-activité. Comme ça, je me dis, ben, quand il y a une activité qui est en plein boom, ça va bien. Si j'en ai une qui souffre, eh bien, ça me permet d'équilibrer. Donc, moi, les entrepôts, j'aime bien parce qu'on fait un peu ce qu'on veut. C'est un grand plateau, on l'aménage comme on veut. C'est un petit peu des gens qui veulent acheter des plateaux pour faire des lofts ou plusieurs appartements dans l'immobilier traditionnel. On réfléchit un peu à sa configuration et on essaye d'empiler un maximum de locataires. Donc, l'hivernage de camping-car et de caravane, c'est un business qui est exceptionnel. Je ne sais pas comment le qualifier. Même si on a un entrepôt qui est perdu en pleine campagne, même si on a, je suis désolé de dire ça, mais un truc d'agriculteur avec un toit et 4 poteaux et même pas de mur sur les côtés, ça va s'ouvrir et ça va se remplir, quoi. Parce qu'il y a une telle demande pour hiverner des camping-cars et des caravanes que c'est simplement la folie. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, au départ, nous, on avait prévu 8 places de camping-car caravane. Donc, il y avait des petites places et des grandes places, donc des petites places qui étaient inférieures à 5 mètres de long. Donc, c'est 5 mètres de long par 2 mètres 30 de large. Et après, sur les plus gros véhicules, nous, on était monté jusqu'à 9 mètres parce qu'on voulait cibler du véhicule un peu de luxe, comme on est sur un entrepôt tout fermé, très sain et ultra sécurisé. Du coup, on avait prévu du gros véhicule, 3 mètres de large, 9 mètres de long. Au début, on était parti sur 8 places et aujourd'hui, je crois qu'on a 12 locataires. C'est-à-dire que notre stratégie a été revue. On a arrêté de monter du garde-meuble parce qu'on a rempli plus vite les camping-cars caravanes que le garde-meuble. Et aujourd'hui, en gros, sur le projet initial, on doit être à une surface exploitée, on va dire, plus importante que ce qu'on avait prévu pour du camping-car caravane. Et le problème que j'ai, alors je dis le problème parce que c'est pas ce qui nous rapporte le plus au mètre carré, hein, on en revient au garde-meuble, le garde-meuble nous rapporte beaucoup plus si je ramène au mètre carré, puisque dans l'entrepôt, on s'est mis à raisonner au prix par mètre carré, puisque les camping-car caravanes, il y a 2 écoles, c'est soit vous voulez vous embêter, soit vous voulez pas vous embêter. Donc vous voulez vous embêter, en gros, vous mettez des caravanes et vous dites aux gens, c'est moi qui les gare, c'est moi qui les empile. Donc vous les empilez l'une devant l'autre. Voilà. Bon. C'est le bazar parce que quand les gens veulent récupérer leur caravane, il faut qu'ils vous appellent, il faut bouger la caravane de devant, faut, avec tous les risques, hein, vous accrochez une caravane, vous accrochez un feu, c'est le bordel. Donc nous, on est parti sur une rentabilité plus faible en se disant, on va laisser une allée de circulation et c'est du libre service. Les gens, ils viennent, ils prennent leur véhicule, ils repartent. Donc on a pénalisé des mètres carrés puisqu'on a une grande allée de circulation. Après, sur un produit comme ça, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, pour être franc avec vous, j'avais un locataire caravane qui partait et on a dit, on va le laisser partir. Comme on est bien rempli en garde-meuble, on va remonter un garage pour faire du garde-meuble. Et en fait, entre-temps, j'avais un locataire de garde-meuble qui m'a dit, j'ai vu que quelqu'un avait libéré une place de caravane, est-ce qu'il est parti en vacances ou est-ce que je peux la louer ? Donc du coup je lui ai dit ça m'embête parce que bon, et puis du coup on lui a loué, puisque les camping-car caravanes, en fait il est d'usage de faire des contrats d'1 an, c'est-à-dire que quand vous avez un camping-car ou une caravane, il y a des gens qui veulent louer pour 6 mois, 4 mois, le temps de l'hivernage, mais il y a une telle demande en fait qu'aujourd'hui les gens s'en mettent plus
Et même moi, tous les locataires, je leur ai dit, on a plein de demandes. Donc, en gros, vous me le louez 6 mois, pas de souci. Par contre, au bout des 6 mois, vous partez en vacances l'été. Je ne peux pas vous garantir que l'hiver prochain, vous aurez une place. Et du coup, les gens disent, ah, ça m'embête, le local me plaît bien. Et du coup, on passe sur des contrats à nous. Donc, je pense qu'on va faire encore beaucoup de camping-car caravane plein pendant quelques années. Mais quelque part, ça nous amène des revenus. Donc, le camping-car caravane, c'est les premiers revenus qu'on a eu dans l'entrepôt. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas fini de monter nos box, que déjà, on avait les premiers camping-car caravane qui rentraient. Et donc, camping-car caravane est dérivé. C'est-à-dire, je parle aussi des véhicules type food truck, quoi. Ça, c'est un truc, si vous avez un entrepôt sécurisé, les food trucks, c'est génial parce qu'ils ont de la marchandise tous les soirs. Donc, ils ont besoin de justifier à leur compagnie d'assurance qu'ils sont dans un local sécurisé. Donc, eux, ils peuvent se permettre de payer des loyers un peu plus chers pour avoir un stationnement un peu sécurisé. Donc, ce que j'ai mis, c'est ça. C'est vidéosurveillance, sécurité. Le maîtrer, parce que c'est très important de prévoir des allées pour permettre que les gens puissent manœuvrer en toute confiance et sécurité. L'idée, c'est de se dire, nous, on a une allée de fonctionnement qui est de 7 mètres de large, hein, donc c'est assez grand. Mais comme on a du gros véhicule jusqu'à 8 mètres, des fois, c'est un peu limite pour ces véhicules-là. Donc, les très gros, on les a limités sur des places proches de l'entrée. Mais après, quand vous manœuvrez, on a besoin de place. Donc, il faut toujours avoir de la place. On sacrifie des mètres carrés, mais il ne faut pas être trop gourmand de ce côté-là. D'un autre côté, bien évidemment, pour l'hivernage, tout ce qui est température, avoir un entrepôt sain, pas trop de poussière, c'est quelque chose qui est important. Pas trop d'humidité parce que les gens vont regarder. Donc, soit vous êtes sur un truc, je disais, ouvert à tout vent et vous louez pas cher et vous remplirez, vous pourrez gagner de l'argent. Soit vous êtes plus sur du premium et là, vous pouvez avoir des prix plus élevés, mais derrière, il faut avoir un minimum de service et de qualité garantie. Donc voilà. Après, derrière, sur les box de stockage et garde-meubles, donc la photo que vous voyez, c'est notre entrepôt toujours. Donc là, en fait, il y a plein d'écoles. C'est soit on peut mettre du container maritime, soit on va acheter, comme là, c'est des caisses de déménagement, soit on va monter des garages, voilà. Donc, il y a plein d'écoles. Nous, on est parti sur un choix qui était de monter des caisses de déménagement et de les transformer en box. Donc, on s'est vraiment fait suer à monter des charnières, des trucs comme ça. Si c'était à refaire, on ne ferait pas comme ça. On achèterait des caisses toutes prêtes avec des portes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la bonne école. Pour un box de stockage, ce qu'il faut regarder, c'est la fameuse concurrence dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui va être les home box, les mondial box, les réseaux TNR qui sont en conteneur extérieur. Voilà, typiquement, c'est des enseignes, c'est des franchises. Hein. Vous pouvez, vous, en tant qu'investisseur, aller dans ces franchises-là. C'est possible. Vous pouvez être franchisé chez eux. Ça coûte cher en droit de franchise. C'est pour ça que, si vous voulez, les coûts des espaces de stockage sont assez élevés. Donc, il faut regarder quand même ce qui se fait dans la ville. Moi, je pense qu'il faut trouver un entrepôt qui est dans un rayon qui n'est pas trop loin. Vous prenez le centre d'une ville, par exemple. Vous prenez un rayon et vous vous dites, tiens, le home box, entre guillemets, le plus loin, il est à 15 bornes. Et moi, il faut que mon entrepôt il soit dans ce rayon de 15 bornes et je jouerai. Alors, ce qui est pas tout à fait faux, parce que nous, on a joué la carte de l'isolement. On a trouvé un entrepôt un peu en pleine campagne qu'on n'a pas payé très cher. Et on voulait beaucoup de tranquillité pour une autre activité que je vous présentais tout à l'heure. Et du coup, sur cet entrepôt-là, on met plus de temps à remplir qu'un garde-meuble traditionnel situé très proche des villes. Parce qu'on est à 20 minutes des centres. En fait, il y a 2 villes de taille moyenne où on est à 10 minutes et une autre ville un peu plus grande où on est à 20 minutes. Mais derrière, on arrive quand même à remplir. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui viennent pour déménager. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas me répéter trop. Mais il y a des gens aussi qui restent parce qu'ils n'ont pas de place chez eux. En termes de rentabilité au mètre carré, le garde-meuble est quand même assez rentable, même si on compte l'investissement de monter les box. C'est quand même assez rentable parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir les professionnels du stockage qui vont aller vous louer. Ils vont vous louer un espace de stockage, je ne sais pas moi, pour vous donner un exemple, vous allez payer 30 € pour avoir un 2 mètres carrés, quoi. On va parler en mètres carrés pour faire simple. Et vous, en tant que particulier, vous pourrez proposer le double en margeant et en vivant correctement parce qu'il y a des frais de franchise, il y a des choses comme ça qu'un particulier n'a pas.
Et finalement, moi, de ce que je vois aussi des locataires, j'étais un peu inquiet qu'il y ait ce côté, les professionnels proposent une assurance, des choses comme ça, même si c'est très limité. Moi, en fait, tous mes clients, au début, on voulait leur vendre une assurance et notre assureur nous a dit arrêtez vos conneries, on va trop se compliquer la vie. Et finalement, en fait, tous les gens que je vois, ceux qui veulent assurer, je leur dis ils font une extension à leur contrat d'habitation, comme s'ils louaient un garage classique. Et du coup, voilà, ils payent 2-3 euros de plus par mois. Ils ont leur garage assuré. Moi, je suis tranquille. J'assure que mes murs en propriétaire non occupant. Et derrière, je suis payé. Donc voilà pour cette partie garde-meuble. Une question, Christophe. On me demande, a-t-on le droit de le faire avec un hangar sur un terrain agricole? Oui, en fait, le hangar, on peut le faire. En fait, alors sur un terrain agricole, l'idée, alors je suis pas sûr de bien avoir compris la question, mais la question, si c'est de dire, je trouve un terrain agricole, j'achète, je monte un hangar agricole et je fais du garde-meuble, ça c'est limite. C'est-à-dire qu'il vaut mieux trouver un terrain artisanal et aller le faire. Aujourd'hui, par contre, sur de l'agricole, aller comme font tous les agriculteurs, louer des espaces et monter un hangar pour faire du caravane camping-car, là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour le garde-meuble, je mets un petit bémol parce que le garde-meuble est très limite. Nous, dans le cas de la SCI à l'IS, notre expert comptable est toujours très réticent. Vous êtes quand même très borderline à la limite du service. Mais bon, ça passe parce qu'on loue des espaces. Donc, je ne sais pas si la question a été reprécisée, mais si c'est de la construction, si c'est un hangar fermé, je pense qu'on peut le faire. Les gens ne viendront pas vous embêter. Mais si c'est de partir de zéro et de construire, il faut voir des experts. Et moi, je ne suis pas ultra spécialiste. Je pense qu'il faut se renseigner là-dessus sur les PLU ou autres. Ok, par rapport à Céline qui a posé la question, n'hésite pas, Céline, à compléter ta question par rapport à ce que vient de dire Christophe. Et juste une expérience pour rebondir donc, sur cette question de Céline, une chose aussi, nous, qu'on avait étudié avant d'acheter notre entrepôt avec mon associé, on était parti, nous, sur un terrain proche zone artisanale, mais très proche d'habitation, où on voulait mettre du conteneur maritime et se faire typiquement un modèle réseau TNR ou Mondial Box. Quand on a commencé à porter le projet, parce qu'on avait besoin d'un architecte, parce que quand on occupe une grosse surface au sol, il faut faire appel à un architecte. Quand on a porté le projet en mairie, ça a été un fiasco total. On s'est fait bloquer par les voisins ou autres. Donc, c'est pour ça que il faut quand même privilégier dans les PU les zones artisanales, parce que les gens, ce que je peux comprendre, ils n'ont pas trop envie de voir fleurir devant chez eux des box. Mais quand c'est fermé dans un hangar, j'ai envie de dire, on fait un peu ce qu'on veut, on est caché. Ouais, il y a Céline qui disait voilà, on a beaucoup de terrain avec une maison dessus, mais des dépendances autour. Ouais. À partir du moment où les dépendances existent, j'ai envie de dire, on fait un petit peu ce qu'on veut. Typiquement, je prends l'exemple de l'agriculteur aujourd'hui. Il y a même Je Stock, qui est une très grosse entreprise sur le costockage que moi j'utilise des fois en tremplin pour me trouver des locataires. Typiquement, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, ils faisaient de la publicité pour les agriculteurs pour faire du stockage, parce qu'à partir du moment où on a un entrepôt qui est construit, on fait l'activité qu'on veut dedans. C'est-à-dire que demain, vous voulez mettre des caravanes, camping-car caravanes, pas de souci. Et demain, on veut monter du box et démarrer là-dedans. J'ai envie de dire, pas de problème. Vous êtes chez vous. Personne ne va venir vous embêter pour ça. Après, il faut voir aussi que nous, dans le montage qu'on fait, on n'est pas une société. On a voulu volontairement garder une SCI parce que dès qu'on commence à monter une SAS, on va rentrer dans les contraintes pour du garde-meuble de l'ouverture au public, l'accès au public. Donc, même si nous, on a quand même respecté des choses en matière de respect sur les normes incendie, les normes d'évacuation avec les exits, tous les trucs comme ça, la signalétique qui va bien, il faut juste faire gaffe que si c'est exploité sous le régime d'une SAS, là, il y a des normes qui peuvent venir un peu plus embêter, on peut plus facilement avoir des contrôles. Mais dans un cas comme ça, il faut l'exploiter soit en nom propre, soit en SCI, en régime IS, parce que c'est un peu limite commercial, parce que l'idée, c'est de proposer des services associés. C'est-à-dire que sur du garde-meuble, après, on peut aller à proposer du service associé, comme, je sais pas moi, louer soit vendre des cartons, ça peut se faire. Il y a plein de locataires qui nous demandent de vendre des cartons, de louer un camion. Si on a un camion, il y a des gens qui nous demandent ça. Nous, aujourd'hui, on n'a pas investi là-dedans, mais c'est des choses qu'on réfléchira à faire prochainement. En fait, il y a Céline qui précise que le hangar est déjà là, c'est sur l'île d'Oléron. Ouais, ok.
Bah, typiquement, l'île d'Oléron, moi, je serai à sa place, je me pose pas de questions. Je fais du camping-car caravane, je le remplis. Si elle habite sur place, qu'elle soit un peu gourmande et qu'elle fasse pas je dirais, de libre service, comme ça permet d'exploiter encore plus de mètres carrés. Et là, il faut prendre le risque d'empiler les caravanes soi-même. Mais là, typiquement, sur l'île d'Oléron, il ne faut pas se poser de questions. Il faut clairement faire du camping-car caravane. Les saisonniers, les gens qui viennent tout le temps à l'île d'Oléron, ils viendront avec leur voiture. Un truc qui peut être sympa, nous, ce qu'on fait, qui aide les gens quand c'est un peu loin ou des choses comme ça, c'est de dire, vous venez avec votre voiture de touriste, vous avez une place attitrée et en gros, faut pas prendre plus de locataires que ce qu'on peut recevoir. C'est-à-dire, genre, un mec qui vient en vacances l'été, il prend son camping-car, bah, l'argument aussi qui peut être top, c'est de dire, bah, vous venez avec votre voiture, vous la laissez dans le hangar et vous repartez avec votre camping-car pour tourner sur l'île d'Oléron, typiquement. Ça vous coûtera pas plus cher, le mec, il est en loyer à l'année. Et typiquement, oui, l'île d'Oléron, moi, je suis camping-car caravane à 100%. Le garde-meuble va marcher aussi, mais je pense que le camping-car caravane, elle sera plein à l'année et ça peut cartonner. Il y a Thierry qui nous demande comment faites-vous pour identifier qui occupe tel ou tel emplacement dans un hangar où les lieux ne sont pas particulièrement définis au sol? Voilà. Alors justement, les lieux. Ça a été la grosse question de faire de la peinture sur le sol de notre entrepôt. Aujourd'hui, en fait, nous on est parti sur une solution un peu plus basique. J'ai commandé sur Internet, sur Wish, pour pas citer, en Chine. J'ai fait travailler les petits Chinois, des bandes réfléchissantes. Donc en gros, j'ai trouvé des bandes réfléchissantes, du bleu, du jaune, et on se fait un marquage au sol adhésif qui tient plutôt pas mal. Donc quand une bande est bien abîmée, au bout de quelques temps, ben voilà, on la refait. Du coup, nous, on a voulu garder un marquage évolutif parce que l'idée, c'est de faire évoluer le garde-meuble en fonction de la demande. On met plus de garde-meubles, plus de camping-car caravane. Voilà. Mais le marquage au sol, en fait, donc pour identifier, nous, en fait, sur le mur, pour les camping-cars caravanes, on a en fait sur le mur, puisque donc sur la photo, on voit il y a donc l'allée centrale et on a chaque camping-car se trouve en fait calé sur un mur de chaque côté. On a en fait mis des numéros et on a matérialisé les places. Donc en fait, on a numéroté les places sur le mur en haut et on a fait des bandes au sol, donc sur un adhésif qui peut s'enlever. Voilà, donc là, c'est matérialisé comme ça, les gens trouvent leur place. Et sur les box, on a simplement mis des numéros sur les box, on a imprimé des feuilles plastifiées, on a les numéros de box. Et nous, dans le concept, en fait, on s'est fait un truc tout automatisé pour quasiment pas avoir à y aller. Donc ça, c'est lié à mon métier. Moi, je suis dans l'industrie, donc je suis très à l'aise avec ça. Donc en fait, nous, on a une installation où on a en fait fait un système automatisé où les gens arrivent, ils ont un écran tactile, ils ont un code nominatif. Quand ils tapent leur code nominatif, en fait, on vient déverrouiller les portes électriques et ils ont leur place qui s'affiche au cas où le mec oublierait quel numéro de place il a. On lui affiche le numéro en vert et il arrive à la retrouver comme ça. Mais c'est une bonne question. Il faut matérialiser les places parce que si on commence à dire les gens s'empilent les uns après les autres, ça ne fonctionne pas. Il faut matérialiser les places. Oui, c'est une bonne question. Céline, l'assurance P&O est-il cher? Donc l'assurance propriétaire non occupant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oui, alors forcément, c'est cher. Alors c'est cher, oui et non. En fait, aujourd'hui, on va être sur un hangar, nous, d'un peu plus de 1000 mètres carrés et on va avoir une assurance propriétaire non occupant qui va être notre plus gros poste de dépense et qui doit être 1100 et quelques euros à l'année. Voilà, ça me coûte plus cher que mon expert comptable. C'est embêtant ça. Ouais, l'assurance propriétaire non occupant, c'est important. Ce qu'il faut savoir, nous, on paye cher en assurance propriétaire non occupant parce qu'en fait, le hangar est divisé en deux parties. On a un bâtiment donc plutôt récent que vous voyez sur les photos, et il y a un bâtiment plutôt historique qui est en fait tout en pierre avec une toiture un peu compliquée en pointe avec une zone de vitre. Donc nous, en fait, on a une assurance avec option que lorsqu'il y a de la grêle et que les vitres, même si elles sont armées, elles peuvent descendre, qu'on ne se retrouve pas à se ruiner, à changer les vitres. Donc on a choisi de payer un peu plus cher sur l'assurance. Propriétaire non occupant, en fait, pour négocier le prix d'une assurance propriétaire non occupant là-dedans, la meilleure astuce, en fait, c'est d'arriver, c'est de dire, voilà mon contrat de location que j'utilise. Alors pareil, sur notre site, vous trouverez des modèles de contrat de location pour du garde-meuble. Il y a plein de clauses qui vont bien, dont une qui est une clause de décharge de responsabilité, donc on a validé avec le club, avec un juriste. Et en fait, moi, quand je
suis arrivé chez l'assureur, enfin chez les assureurs qu'on a consultés parce qu'il faut faire jouer la concurrence et qu'on a posé le contrat, qu'il a vu cette clause de décharge de responsabilité, c'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, c'est que les locataires peuvent pas nous attaquer. Là, ça fait vraiment baisser le prix de l'assurance, puisqu'en fait, le risque de l'assurance, c'est de dire s'il y a un départ d'incendie, comment ça se passe, et c'est surtout le dommage au tiers. C'est-à-dire ce qui va te coûter cher dans une assurance P&O, c'est le dommage au tiers. C'est-à-dire de dire, il y a un mec, par exemple, il y a une caravane qui brûle, toutes les autres caravanes vont brûler. Il y en a pour une fortune au niveau d'assurance. Qui c'est qui assure ça? Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas prendre le risque, toi, en tant qu'investisseur, d'aller prendre ces types d'assurance à ta charge, parce que c'est de la pure connerie. Il faut faire des décharges de responsabilité, tout décharger sur l'assurance du véhicule qui est stationné ou sur l'assurance du mec qui loue son garde-meuble. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. J'ai blablaté un peu autour, mais j'ai essayé de donner des infos, un maximum d'infos. Non, mais c'est bon, tu peux, on te laisse continuer, Christophe, et après, s'il y en a qui ont d'autres questions à venir, il y aura une session questions-réponses voilà. D'ici quelques minutes, et voilà. Et on y arrive à la question-réponse. Du coup, voilà. Donc, là, c'est le dernier stade, justement, les questions-réponses. Donc, qui va être le dernier business model qui est pas mal. Donc, qui va être de faire du gardiennage de véhicules de luxe ou du stockage pour les entreprises. Donc, aujourd'hui, le gardiennage de véhicules de luxe est une activité qu'on est en train de démarrer, nous. C'est quelque chose qui se passe pas mal. On prend beaucoup de temps pour bien séduire nos locataires et essayer de les choisir parce qu'on essaye de cibler une clientèle qui va être prête à payer vraiment cher pour entreposer son véhicule dans un endroit discret, sécurisé. Voilà, donc là, bien évidemment, quand on a des voitures qui valent cher, je reprends ce que j'ai dit un peu avant, on ne s'amuse surtout pas à assurer la valeur du véhicule. Les véhicules doivent être assurés par leur propriétaire. Voilà. Derrière, il faut savoir sur ce type de produit, quand on a des véhicules vraiment de très, très gros luxe, on a des visites d'assurance. On a eu, nous, la visite d'une compagnie d'assurance pour voir si nos locaux étaient suffisamment sécurisés. Voilà, donc c'est super intéressant. Donc, c'était le cas, on était suffisamment sécurisés, donc on a pu accueillir le véhicule. Donc après, l'idée, nous, qu'on a choisi, c'est de monter des garages en métal directement à l'intérieur de notre hangar, voilà, pour aller mettre des voitures de luxe. Alors, bien évidemment, voitures de luxe, on pense d'avoir une prise de courant, c'est-à-dire que les gens leur proposent un service où il y a de l'électricité dans le garage. Je n'ai pas pensé de le dire, mais typiquement sur les camping-cars caravanes, ça c'est une option qu'on vend. Moi, je vends 5 € un droit de prise électrique pour les camping-cars caravanes. Beaucoup les camping-cars, avant qu'ils partent, ils payent ça au mois. Donc voilà, du coup, ça fait des options qui font des revenus aussi complémentaires. Il y a plein de petites astuces pour prendre des revenus complémentaires, mais bon, si je suis parti à vous expliquer tout ça, on va se coucher à minuit et ça va pas aller. Donc voilà, donc du coup, gardiennage véhicule de luxe, ouais, il faut avoir de l'électricité, leur proposer un petit service sympa. Nous, vous voyez, dans ce qu'on a prévu, on a prévu de faire une petite aire avec un gonfleur. Alors, le gros débat avec mon associé, c'est est-ce qu'on met un monnayeur pour le gonfleur, pour l'aspirateur, ou est-ce qu'on laisse en libre service? On ne sait pas trop. Là-dessus, on est en train de réfléchir là-dessus. Il faut proposer des petits services. Nous, on ne veut pas prendre de salariés parce qu'il y a des entreprises qui se sont montées où il y a des salariés, des choses comme ça. Mais la demande est aussi, les propriétaires, ils aiment bien s'occuper de leur petite voiture eux-mêmes, l'aspirer, la nettoyer. Donc, du coup, ils veulent juste un stationnement, un petit coin pour bricoler. Donc, là-dessus, il faut avoir des garages assez larges en termes d'espace. Il faut avoir du truc assez profond. Nous, on a réfléchi aussi à une autre astuce parce qu'on est situé à 2 heures de route de plein de circuits automobiles. Donc, nous, en fait, on a prévu des garages assez longs qui peuvent accueillir en fait des voitures, enfin des voitures sur plateau. Donc, en gros, on doit avoir 6 mètres, 50, je crois, de profondeur de garage. Comme ça, les mecs, ils peuvent venir avec une remorque, avec une voiture dessus. Donc, c'est un peu un argument qu'on essaye de séduire des gens qui font beaucoup de circuits automobiles, qui sont prêts à payer un peu d'argent. Le mec, genre, il habite à Paris, il veut aller tourner à tous les circuits qui sont à 2 heures de route autour de notre secteur, que ce soit en Rhône-Alpes ou dans les départements limitrophes, il laisse son véhicule là, il réduit ses frais et puis c'est sécurisé, il est tranquille
voilà. Donc ça, c'est un business model qu'on est en train de démarrer. Pour l'instant, on n'a que 2 voitures de luxe. Ça se passe super bien. On veut pas se presser là-dessus. On a fait une zone vraiment dédiée de l'entrepôt, plus sécurisée. Il faut prendre le temps de trouver les bons locataires pour ça, mais quand on a les bons locataires, c'est des gens qui sont prêts à payer assez cher pour louer un garage sécurisé. Donc typiquement, on retrouve toutes les contraintes qu'on peut avoir avant. Faut avoir de la place, faut pas du tout avoir d'humidité, ni de grosses variations de température, voilà, des choses comme ça. Et puis donc l'autre activité, ça va être du stockage pour les entreprises. Donc là-dessus, typiquement, on va vendre de l'espace au sol en mètres carrés. Donc ça, c'est une activité qu'on avait commencé de faire nous. Après, il y a d'autres membres du club, de notre club, qui le font. Nous, on a arrêté cette activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu un problème de Fenwick. Donc c'est tout bête, c'est qu'en fait, mon associé est patron d'entreprise. Il avait 2 Fenwick. On a pu en détourner un le temps qu'on a eu besoin de faire tous les travaux, tout ce qu'on voulait. Au début, on pensait qu'on allait pouvoir, par rapport à sa société, détourner un Fenwick à plein temps. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, n'ayant pas de Fenwick sur place et le Fenwick étant quand même un investissement assez important, là-dessus, on s'est dit, on ne va pas payer ce genre d'équipement, on va louer sur d'autres diversifications de produits. Après, le stockage pour les entreprises, pareil, sécurisé, il faut que vous ayez du quai de déchargement. Alors, faites bien attention quand il y a des quais de déchargement. Les choses à regarder, il y a 2 hauteurs de quais de déchargement. Vous avez des quais de déchargement hauteur camion et vous avez des quais de déchargement porte-conteneurs qui sont plus hauts. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas le même type de camion qui peut rentrer sur l'entrepôt. Et ça, les entreprises font très attention parce que si vous avez un quai porte-conteneurs et que l'entreprise en question n'utilise pas de conteneurs, donc soit à l'inverse, elle utilise des conteneurs, ça l'arrange, soit elle n'utilise pas de conteneurs. Et là, il faut avoir des camions avec des vérins à l'arrière qui remontent. Ça coûte vite cher au niveau transport. Donc, ça peut être un frein pour que les gens viennent louer chez vous. Et derrière, faut avoir quand même du matériel de levage à disposition. Alors, petit matériel de levage, au moins un Fenwick ou sinon des chariots élévateurs électriques, des trucs comme ça. Quand on a en général sur les bâtiments industriels une belle hauteur, ça peut être aussi intéressant pour ces entreprises. Ils vous louent un espace au sol, mais entre guillemets, vous pouvez leur louer du mètre cube en fait. Vous leur louez du cubage. C'est-à-dire, faut pas vous amuser à une entreprise, lui dire je te loue, je sais pas moi, 30 mètres carrés au sol. Non. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Parce que j'ai l'impression que ça a bugué de mon côté. Tu m'entends, Christophe? Me revoilà, je suis désolé, j'ai eu un petit problème technique, j'ai vu que j'étais coupé. Désolé. D'accord, c'est bon, je t'entends bien. Bon, parfait. Voilà, donc du coup, je reprends. Désolé pour cette coupure technique. Donc oui, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut louer du mètre cube aux entreprises, puisque dans les entrepôts, il y a de la hauteur. Nous, on a 6 mètres de haut. Donc les entreprises, elles voient tout de suite comment elles peuvent les exploiter. Et beaucoup d'entreprises ont des problèmes de place. Donc je parle bien sûr des sociétés en bonne santé en ce moment. Ils ont beaucoup de problèmes de place, de problèmes de stockage. Voilà. Donc après, bien évidemment, pour accueillir des machines dans un entrepôt, c'est plus compliqué, il faut avoir des ponts. Donc, il faut toujours essayer de voir un petit peu, j'ai envie de dire, l'opportunité d'achat que vous pouvez avoir dans l'entrepôt. Mais il faut penser à un business très ouvert. Aujourd'hui, l'avantage d'un entrepôt, c'est que vous partez sur une base vierge et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà sur ces idées de business model. J'ai essayé de vous en présenter un grand nombre. Et puis, du coup, si vous le voulez bien, on peut passer à la partie questions-réponses si vous avez des questions à me poser. Ouais, en tout cas, merci pour cette présentation, Christophe, qui a été très complète. Donc, ouais, bravo. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de petites choses, de détails. Pour les questions, voilà, pour toutes celles et ceux qui sont encore connectés, qui veulent des compléments d'information par rapport à tout ce qu'a pu vous véhiculer Christophe pendant cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une adhérente qui m'a demandé, Christophe, par rapport aux questions que tu avais envoyées, si tu peux y répondre. Oui, alors ça, c'était les questions que tu m'avais transmises donc avant la conférence. Si tu peux reprendre les questions et les développer. Donc, alors, dans la question qu'on avait reçue avant la conférence, c'était quels sont les éléments à prendre en compte lorsque l'on fait la visite d'un garage ou d'un parking.
Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, c'est le point toujours très compliqué de rien oublier quand on va visiter un bien. C'est un petit peu comme un logement. Voilà, il y a plein de questions à se poser. Il faut prendre du recul. Et c'est comme tout bien immobilier, plus on fait de visites, plus on devient bon. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans la niche immobilière des parkings, des garages ou des entrepôts, des caves ou ce que vous voulez, il faut visiter, il faut bouffer de la visite, c'est comme les appartements, plus vous allez en visiter, plus vous allez voir des configurations, des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous plaisent pas. Derrière, pour essayer d'être un peu plus précis sur la question, sur la niche immobilière, au sein de notre club, nous, on a essayé en fait de mettre en place une sorte de baromètre parce que donc en fait, nous, l'idée dans ce club, c'était d'accompagner de connecter les investisseurs et les propriétaires bailleurs. Donc les gens, les investisseurs sont très demandeurs de ça. Donc en fait, on a créé une sorte de baromètre qui est un outil gratuit que vous pouvez trouver sur notre site et télécharger gratuitement. En gros, c'est un baromètre qu'on a mis en place. Il y a toute une liste de questions qui s'articulent autour de 6 points essentiels. Donc en fait, donc sur ces 6 points, il y a le premier point qui est le plus important, qui est l'emplacement, le type d'emplacement. Donc en fait, l'emplacement doit répondre à votre projet locatif. Voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a par exemple, un parking qui va avoir pour cible des commerçants d'un quartier doit être au plus près d'une grande rue piétonne. C'est basique, mais on leur dit quand même parce que c'est important. La situation géographique, c'est le point essentiel qui fait qu'un parking ou qu'un garage va se louer. Et c'est aussi ce qui va différencier une bonne affaire d'un flop qui va vous faire perdre de l'argent. C'est exactement comme l'immobilier locatif traditionnel. Derrière, lorsque vous visitez un parking ou un garage, il faut toujours regarder les accès. Il ne faut pas hésiter de rentrer dans un parking avec votre voiture pour aller voir si les allées sont suffisamment larges. C'est-à-dire quand vous visitez, même que ce soit une agence ou un particulier qui vous fait visiter, c'est pas bête de dire ok, voilà, j'ai vu, moi je le fais, plein de gens le font, bon ok, là maintenant je vais chercher ma voiture et puis je vais me garer là, si vous me permettez. Donc si le mec déjà il permet pas, on se dit c'est un peu louche, puis dans 99% des cas, de toute façon les gars ils ont pas le choix, ils acceptent. Donc ça permet de manœuvrer et de voir un peu. Donc ça c'est un argument qui est valable pour du stationnement, mais aussi pour du garde-meuble, parce que pour du garde-meuble, si vous voulez louer un garde-meuble, il faut que les gens puissent décharger facilement, parce que c'est pas le tout de dire au gars j'ai un super garde-meuble. Par contre, le camion où il y a tous vos cartons et vos meubles, il se trouve à 300 mètres plus loin, il faut décharger, quoi. Voilà, il faut penser à ça aussi. Du coup, il y a aussi donc la sécurité et l'éclairage pour les parkings. Donc, je reprends un peu ce que j'ai dit avant, hein, mais j'essaye voilà, de reprendre les points essentiels pour bien que vous les marquiez. La vétusté aussi de l'ensemble immobilier. C'est-à-dire que c'est comme pour un logement. S'il y a des travaux de copropriété qui sont prévus, genre ravalement de façade, ça va venir entacher la rentabilité du bien. Même à moindre mal, mais ça va venir l'entacher quand même. Donc, il faut prendre le temps aussi de voir le secteur et le quartier, c'est très important. C'est-à-dire combien y a-t-il de parkings ou de garages en location dans le secteur, de parking public. Il faut essayer de mesurer la concurrence locale. C'est toujours important avant de se lancer, de savoir en d'autres termes, si j'achète un lot de garage, moi j'ai eu des gens qu'on accompagne dans le club qui nous ont dit ouais, j'ai un ensemble, je veux acheter 4 garages là dans un lot. C'est un grand faiseur qu'on connaît très bien qui réhabilite des parkings, des lots de parking et des garages. Je lui dis ouais, c'est super, sauf que ce mec-là, moi je les connais bien, il cible que des investisseurs. Donc je dis du coup, est-ce que vous avez regardé sur Internet? Ah oui, bah les loyers, je les connais parce qu'il y a plein de gens qui ont mis des annonces sur le Bon Coin, les loyers sont là, voilà. Donc moi ce que je lui ai dit, bah, je dis c'est dommage parce qu'en gros, vous êtes parti sur un projet où vous voulez acheter 4 garages dans un ensemble où vous avez peut-être 6 investisseurs qui veulent louer des garages. Donc, je dis, vous allez vous mettre déjà en concurrence avant même d'acheter avec des gens en local. Donc, il faut quand même bien mesurer cet environnement. Il y a plein de choses à vérifier et encore une fois, l'outil gratuit, on l'a testé sur plus de 330 emplacements. Notre baromètre, donc je vous dis, il est gratuit. Je pense que le mieux, c'est d'aller chercher, c'est un fichier Excel. Hein, c'est tout bête. Il y a des questions toutes cons, comme par exemple, est-ce qu'il y a des toiles d'araignée dans le garage? Oui, parce que les toiles d'araignée, c'est comme pour une maison, ça veut dire que c'est ça. Voilà, donc il y a plein de questions bêtes que pas mal de membres sont posées. Et du coup, c'est une sorte de guide fil qui peut vous accompagner. Donc, en gros, vous répondez à toutes les questions quand vous faites la visite. Donc, ça peut se faire aussi sur tablette, sur mobile. Hein, c'est de l'Excel, donc c'est simple. Et à la fin, ça vous donne une note. Et la note, après, on essaye d'alimenter notre base de données où vous avez plein de parkings qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Donc, en gros, vous êtes dans le rouge, perdez pas votre temps. Dans le orange, il faut quand même en discuter. Et dès que vous commencez à passer dans le vert, là, pour le coup, vous avez des bonnes affaires.
Voilà, dans les autres questions que j'avais une question qui était pour transformer un parking auto en parking moto, faut-il des autorisations? Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup, en fait, il y a deux cas d'école. C'est-à-dire, soit vous êtes en copropriété ou pas en copropriété. Donc, hors copropriété, vous faites ce que vous voulez puisque vous êtes le seul décideur pour vos emplacements. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'est intéressant de trouver des biens hors copropriété parce qu'on est un peu plus libre, même si c'est aussi un peu plus rare sur le marché. Derrière, dans 90% des cas, les biens vont être détenus en copropriété. Donc, dans ce cas-là, il faut formuler une demande de division de place de parking et surtout expliquer votre projet avant et lors de l'Assemblée générale de copropriétaires. C'est-à-dire que cette décision elle est soumise au vote. Donc, autant dire qu'il faut prendre le temps de rencontrer d'autres propriétaires de la résidence pour les convaincre que votre projet… alors, il ne faut pas essayer de dire aux autres gens de la résidence « je suis investisseur, je veux gagner de l'argent, donc je vais diviser ». Il faut plutôt leur expliquer que votre projet, en fait, c'est parce qu'il y a des difficultés en stationnement, par exemple, sur des motos, que vous avez eu des demandes, et puis que finalement, il faut les rassurer, les autres copropriétaires, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'il n'y a pas de va-et-vient dans son parking, ça sera toujours sécurisé. Voilà, il n'y aura pas un impact sur la qualité de vie de la copropriété. C'est là-dessus qu'il faut axer. On a eu des gens, nous, qui ont rejoint notre club et qui ont raté leur projet comme ça parce que les gars, ils sont arrivés, ouais, moi, je suis investisseur, je veux doper ma rentabilité. Non, c'est pas ça qu'il faut dire à un syndic et à d'autres copropriétaires qui peuvent vous jalouser, parce que malheureusement en France, on est beaucoup jalousés. Donc du coup, voilà, il faut plutôt rester très orienté qualité de vie. Ça va pas du tout perturber l'activité du parking. C'est juste pour voilà, proposer un service différent parce qu'il n'y a pas de place moto. Vous voyez, leur dire, même vous demain, vous achetez une moto en plus de votre voiture, vous serez peut-être content de la garer sur mon espace. Voilà, il faut essayer de rester là-dessus. Et donc une fois que le vote est accepté par la majorité des copropriétaires, la décision figure dans le compte-rendu de l'Assemblée générale qui vaut en fait d'autorisation légale pour la division, à savoir bien sûr qu'il y a toujours un délai de rétractation sur l'Assemblée générale quand les copropriétaires ne se mettent pas là, ils peuvent toujours contester, alors je ne sais plus exactement les délais, mais en gros, une fois que c'est voté à l'Assemblée générale, c'est exactement le même principe que pour le boxage. Quand vous faites boxer une place de parking, que vous voulez boxer votre place de parking, c'est pareil, en copropriété, il faut que ça passe en AG et il faut avoir l'accord des voisins. Voilà. Et du coup, alors j'avais une troisième question qui était combien coûte en moyenne la transformation d'une place de parking en box fermée? Donc voilà, on y vient. Donc j'ai trouvé que c'était une question intéressante. Donc aujourd'hui, en fait, le boxage, c'est une solution pour doper la valeur rentabilité d'une place de parking en la transformant en garage. Je ne vais pas rentrer dans tous les avantages du boxage, on pourra en discuter, je vous laisserai mes contacts à la fin, les gens qui voudront pourront en discuter avec plaisir. Du coup, donc, pour répondre à cette question, cette modification, donc, elle nécessite l'accord du syndic, je l'ai dit, et des autres copropriétaires. Et du coup, en fait, il y a deux possibilités pour boxer une place de parking. Soit vous faites un box grillagé, donc comme ça se voit beaucoup dans les grandes villes. Donc en gros, vous partez sur du grillage, donc on voit à l'intérieur. Donc ça, c'est une solution avec une porte basculante en grillage. Donc c'est des solutions, il faut compter un budget entre 1 000 à 2 000 euros TTC, voilà, pour faire ça. Donc c'est le moins cher. C'est pas non plus le mieux parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plus ou moins fermé, mais ça protège quand même et ça peut amener des solutions à vos locataires. Et donc, par contre, pour faire un vrai boxage, donc un boxage plein en béton cellulaire, donc sur deux côtés avec une porte basculante classique. Donc, on parle bien sûr d'une porte basculante non électrique, hein, une porte manuelle vraiment traditionnelle. Là, on est sur un budget de 2 500 à 3 500 euros. Donc, la fourchette est quand même un peu large aussi, puisqu'en fait, dans cette fourchette-là, ça va dépendre de la configuration de votre garage. C'est-à-dire que si vous avez qu'un mur au fond et vous devez monter les deux côtés plus un devant et la porte, ça va vous coûter plus cher que si vous êtes dans un angle où vous avez déjà deux murs. Donc, si vous avez déjà deux murs, bah oui, ça va vous coûter moins cher. Donc, le budget de 2 500 euros, moi, je l'avais sorti d'un membre du club qui l'avait fait. Lui, il était en L, configuration en L. Donc, il a fait monter un mur, un retour et une porte, mais il avait pris, je crois, des options peut-être de portée électrique. Bon, j'ai pas tout retrouvé. Voilà. Après, là-dessus, il y a un acteur dans le marché qui est très connu, qui s'appelle Boxage, la société Boxage. Nous, on a des partenariats avec le club, on a des remises particulières, mais là, je vous ai donné les prix tarifs pour vous aiguiller. Voilà. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, Goulwen, je te rends la parole. Merci pour ces précisions, Christophe. Il y a Céline qui nous demande, peut-on stocker des petits bateaux dans un hangar? Des petits bateaux dans un hangar, oui, alors sur remorque, j'ai envie de dire. Je crois que Céline a peut-être l'opportunité de faire ce type d'activité, mais elle est à l'île de Léron.
Donc, c'est vrai que les petits bateaux, ça peut être intéressant pour elles. Ça peut être intéressant. Après, j'ai envie de dire, je suis pas spécialiste en termes de bateaux. Donc, je ne peux pas m'avancer, Céline. Mais j'ai envie de dire, si c'est sur des remorques, aucun problème. Parce qu'à partir du moment où des caravanes rentrent dans un hangar, le fait d'avoir un bateau posé dessus, il n'y a pas de souci. Après, pour aller mettre du bateau en cale sèche, je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, donc je ne veux pas trop m'avancer. Je pense qu'à l'île d'Oléron, il y a des gens qui sauront bien mieux te renseigner que moi, parce que je pense que s'il faut mettre de la cale sèche, il y a peut-être un équipement spécial ou il faut peut-être avoir une remorque avec des roulettes, je ne sais pas trop. Moi, je pense que la meilleure solution pour toi, vu la configuration dont on parlait tout à l'heure, si tu as déjà des dépendances avec des hangars, il ne faut pas s'embêter, il faut se faire une allée et puis tout rentrer en remorque. Et voilà. Et si en plus c'est des hangars agricoles, peut-être trouver, si vous voulez optimiser l'espace et garez-vous, ce qui se fait bien, c'est de trouver un tracteur un peu costaud. Vous prenez un tracteur parce que ça ne vous coûtera pas cher d'occasion, vous attelez les remorques et puis vous positionnez vous-même les bateaux. Mais oui, camping-car, caravane, bateau, donc je disais food truck. Après, ouais, il y a pas la limite, c'est la place, quoi. C'est toujours pareil. Si le mec il vient avec un bateau de 8 mètres de long, faut pouvoir manœuvrer, faut pouvoir le garer. C'est toujours pareil. Mais après des petits bateaux, aucun souci là-dessus. On a des membres qui font ça. Eux, ils sont plus côté de La Rochelle, quoi. Donc, eux, ils font camping-car, caravane, mais typiquement, ils ont des bateaux. J'étais passé dans leur hangar une fois. Voilà. Mais après, pareil, encore une fois, Céline, il faut aller sur. Tu vas sur notre site, il y a des trucs, il y a dans les trucs gratuits, tu vas trouver. Et puis, si ça te fait plaisir, tu rejoins notre club. Voilà, la cotisation est pas très chère. Et après, on fait de la gestion locative. Mais bon, je suis pas là pour vendre mon club. Non, merci pour cette précision, Christophe. Il y a deux autres questions. Donc, Céline te remercie. Il y a Thierry qui demande. Alors Thierry qui avait deux questions, il me semble. Quelle rentabilité pour une cave à Paris et petite couronne? Est-ce que tu as une idée de la rentabilité des caves à Paris intramuros et en petite couronne? Alors là-dessus, sincèrement, je préfère botter en touche cette question parce que je me doute que je vais décevoir Thierry, mais le problème, c'est que moi, comme ça, j'ai pas de cave. Donc, j'ai pas de recul d'expérience personnelle sur les caves. Dans notre club d'investisseurs, il y a des gens qui ont des caves, il y a des gens qui sont sur Paris. Aujourd'hui, les gens donnent un peu les rentabilités, mais si tu veux, ce qui me dérange dans les rentabilités, c'est que moi, quand les gens donnent des rentabilités, par exemple sur notre forum, moi, ce qui me plaît, c'est que les gens soient transparents parce que, en gros, j'aime bien, je rajoute rentabilité, je dis retour sur investissement parce qu'en gros, si le mec, il a hérité de biens immobiliers, il va t'annoncer une rentabilité qui va être exceptionnelle parce qu'indirectement, il a sorti 0 € de sa poche. Donc, c'est pas forcément très crédible. Après, en termes de renta, moi, je pense comme ça, sur du garde-meuble. Je vais exclure les caves parce que je vais dire c'est un peu comme des garages en garde-meuble, c'est assez similaire. Mais je pense que de toute façon, pour que le projet soit viable et que ça se passe bien, moi j'aime bien chasser du 8 à 10% brut en termes d'achat, surtout à Paris, parce qu'à Paris, il ne faut pas être trop gourmand. Et derrière, tu peux te sortir peut-être du 6-7% net, peut-être. Sur du garde-meuble, je pense que c'est pas déconnant. Après, encore une fois, c'est pareil pour les caves, il faut voir la configuration. Est-ce que c'est suffisamment sécurisé? Voilà, il y a beaucoup de paramètres à regarder. Mais comme ça, je dirais du 6-7% net, même si j'avais lu des articles, et je pense qu'il faut chiner sur Internet, parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis par des gens crédibles, je veux dire, des blogs assez crédibles, mais pas des petits blogs de vendeurs de solutions ou de formations dans l'immobilier, donc des gens assez crédibles, type les sologer.com. Je crois qu'il y a eu une étude de fait sur les rentabilités des caves à Paris, et c'était plutôt pas dégueu, quoi. Mais sincèrement, Thierry, tu prends Google, c'est ton meilleur ami, tu tapes et je pense que tu auras des articles de trucs sérieux qui donneront une réponse un peu plus précise que la mienne, parce que moi, je reste quand même, voilà, je t'ai donné des chiffres, mais voilà, c'est pas prendre pour acquis. Il faut vérifier là ce que je viens de te dire, parce que là, pour le coup, j'ai pas de cave et encore moins sur Paris, quoi. Il y a Thierry qui demande aussi, est-ce que tu as des sites pour trouver des parkings? Est-ce qu'il y a des sites spécialisés pour trouver des parkings ou des sites spécialisés pour trouver carrément des lots de parking? Alors, aujourd'hui, c'est le gros problème qu'on a sur ce marché-là, c'est qu'en fait, il y a, comme dans le marché immobilier, il y a plusieurs réseaux. C'est-à-dire, il y a le tout venant, donc le Bon Coin, qui va être le site où tu auras, entre guillemets, tout ce qui passe hors business. C'est-à-dire que sur le Bon Coin, tu vas trouver des affaires, mais ce ne sera pas la meilleure affaire de l'année. On ne va pas se mentir.
Il y a le marché immobilier. Donc ça, c'est une question qu'on a souvent au sein de notre club, qui revient souvent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est CIPG, on essaye, nous, de chercher des bonnes annonces et d'en publier. Voilà, des affaires pas mal où on publie sur notre site directement les rentabilités qu'on calcule. Voilà, rentabilité brute ou nette parfois, mais on affiche surtout de la brute parce qu'on n'a pas toutes les données des fois pour afficher du net. C'est très compliqué. Donc dans les sites spécialisés, tu vas avoir nous, donc CIPG, c'est parkinggarage.com. Tu vas avoir Monsieur Parking aussi, qui a un gros flot d'annonces. Attention à Monsieur Parking, parce que dès que tu veux prendre des contacts, ils ont plein d'options payantes, donc des fois ça peut être payant. Après, la meilleure solution pour trouver un bien dans les parkings et les garages, si tu veux être géolocalisé, il faut aller voir les agents immobiliers. Tu as sur Paris une agence immobilière qui est spécialisée, qui s'appelle Parc Agence. C'est Julie, elle est très sympa, tu peux y aller de ma part. Elle, typiquement, son boulot, c'est une agence immobilière, elle fait que du parking, que du garage et sur Paris. Donc, sur Paris, on ne peut pas mieux faire. Elle maîtrise bien son marché, elle va savoir comprendre ton projet et puis t'aiguiller. Derrière, sur l'autre solution qu'on peut faire et qu'on peut conseiller aux membres. Alors, il y a plein de petites astuces que les gens se donnent comme ça sur notre forum. Je ne veux pas tout révéler non plus, mais l'idée, si tu veux, tu vas voir aussi plein d'agences immobilières. Tu te fais connaître. C'est un peu comme pour acheter un appartement. Je pense que Goulwen aussi a plein d'astuces pour chasser un peu ce marché parallèle de l'immobilier qui ne sort pas, entre guillemets, sous le tout venant sur le bon coin. C'est genre se faire connaître, quoi. Donc, les gros faiseurs qui font de la réhabilitation de parking, il n'y en a pas 36. Voilà, donc si tu cherches un peu sur Internet ou si tu me recontactes, je te donnerai les infos. Tu peux contacter ces gens-là, te faire connaître, dire voilà, moi je suis investisseur, je vais investir dans les parkings et garages. Ils se feront un plaisir de t'envoyer des plaquettes dès qu'ils auront des parkings en réhabilitation. Après, ça t'intéresse pas. Moi, ce que je dis quand même quand on se fait connaître, c'est qu'il faut donner quand même un target de rentabilité, parce que moi je l'ai fait, j'ai été voir toutes les agences immobilières dans mon secteur. Voilà, quand ils ont commencé à m'envoyer des trucs avec des rentabilités toutes pourries, j'ai dit on arrête tout de suite. Moi, vous me contactez que si il y a 10 points bruts sur le papier. S'il y a 10 points bruts sur le papier, vous me contactez. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Après, ça dépend de la stratégie personnelle de chacun. Mais en gros, voilà, faut se faire connaître dans ce monde-là. Il y a un marché qui est parallèle. Il est clair que toutes les offres passent pas sur le bon coin. Voilà, beaucoup de particuliers veulent vendre sur le bon coin. Le risque aussi des particuliers qui vendent sur le bon coin, c'est soit des gens qui ont hérité de l'autre garage, qui ont l'impression qu'ils ont une mine d'or parce qu'ils n'ont rien payé et ils veulent te vendre ça en me disant il y a une rentabilité de fou. Mais la rentabilité de fou, oui, pour eux aujourd'hui, mais pas pour le mec qui va l'acheter. Donc ça, c'est plus compliqué à négocier, mais des fois, ça marche. Il y a plein d'astuces pour que les gars ils comprennent que leur prix est déconnecté de la réalité. Et puis après, sur le bon coin, les bonnes affaires que tu peux faire, si, parce que sur le bon coin, moi j'ai des membres qui ont fait des super affaires pour les avoir conseillés là-dessus. C'était des lots de garage qui étaient en vente il y a 2-3 ans. Des mecs qui les ont achetés à des prix totalement pourris, mais vraiment pourris. Mais quand je dis pourris, c'est très élevé, c'est-à-dire déconnectés de la réalité. Ils ont payé ça une fortune, mais vraiment une fortune. Voilà, et les mecs en fait ils se sont dégoûtés de la niche des parkings parce qu'ils n'en sont pas arrivés, ça a été un goût financier, ils n'ont pas gagné d'argent, enfin ça a été un carnage. Donc du coup 2 ans après, tu vois les lots qui ressortent sur le marché avec des prix qui sont quand même chers au début parce que les mecs ils ont payé ça une fortune, mais quand tu arrives et que tu es bien affûté et que tu commences à leur dire que leur bien ça vaut rien et que du coup ça vaut pas plus de temps pour avoir vécu l'expérience d'une négociation avec un membre du club, on est arrivé, moi je suis arrivé, le mec, j'ai tout de suite vu qu'il s'était démotivé sur les garages. Moi je lui ai dit, mais ce lot-là, moi je l'ai vu. Il y a 3 ans, j'avais contacté le propriétaire s'appelait monsieur machin. Donc il avait vu déjà que son lot, je savais qu'à l'époque, moi je l'avais vu, donc je sais qu'il a acheté il y a 2 ans ou 3 ans que ça a été un fiasco. Il n'est pas arrivé, il a un taux de remplissage de merde, enfin c'était la cata. Le mec, ça a été très facile dans la négo de lui dire il était dégoûté. Donc, en gros, il a vendu son lot de garage pas cher parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il ne pouvait plus le voir, son lot de garage. Tous les matins, il se levait, il se disait mais à qui je vais refourguer ça. Et du coup, ce membre-là a fait une super affaire. Je l'ai eu la semaine dernière encore, il était tout content. Il a fait les petits travaux qui allaient bien pour sécuriser tout ça, monter un peu. Il monte en locataire, nous on l'accompagne, il met des annonces sur notre site et puis
Et puis voilà, puis ils trouvent un peu de locataires. Donc du coup, il y a ce marché parallèle, c'est un peu comme tout, faut essayer de te créer un réseau. C'est comme dans tout business, il y a un réseautage à faire, faut connaître des gens, avoir des interlocuteurs, même comme Boulwen qui a certainement ses entrées aussi dans certains marchés. Nous au club, ben ouais, on est un peu de monde, donc on commence à avoir un peu un réseau aussi. Après, personne n'est parfait, il faut essayer de chasser un peu à droite à gauche. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire la bonne affaire, tu vas la trouver comme ça, comme ça. Mais le problème, c'est que dès que tu as 10-15 investisseurs qui ont le même tuyau, eh ben, c'est plus une bonne affaire, en fait. Donc, c'est un peu se remettre en question tous les jours pour trouver les bonnes affaires et essayer tout et n'importe quoi en stratégie. C'est un peu la réponse que je peux donner. Peut-être que Goulman sera complété là-dessus avec son expérience, mais voilà, c'est mon point de vue. Ouais, j'ai moins d'expérience que toi dans les garages et parkings, mais la réponse était claire. Il y a toujours Thierry qui pose une question aussi sur le. Est-ce que tu as eu des soucis pour le financement bancaire? Est-ce que les banques t'ont financé facilement des opérations pour des garages et des parkings, à contrario par rapport à de la location classique avec des appartements? Comment ça s'est passé justement avec le financement bancaire? Alors, le financement bancaire, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce qu'il est vrai que par rapport à un logement ou un appartement, ça aurait pu être un inconvénient que j'aurais pu rajouter dans ma liste des inconvénients. Il y a des banques qui financent pas. Moi, j'ai rencontré des banques quand je leur ai dit que je voulais acheter un entrepôt ou un lot de garage. Ils m'ont dit « Oh, nous, on finance pas ça. » Bon. Ok. Mais au moins, c'est clair dès le début. Après, la banque, c'est comme tout. C'est comme un investissement immobilier classique. Si tu arrives les mains dans les poches chez le banquier que tu n'as rien préparé, c'est compliqué. Par contre, si tu arrives avec un dossier bancaire, on doit avoir un modèle qui a été fait pour un nombre qui doit être aussi sur le site dans les modèles de documents, à chiner sur Internet, vous verrez. Du coup, dans le modèle de dossier bancaire, en gros, si tu arrives, que tu montres que tu as fait ton étude de marché, que ton produit, tu l'achètes à un prix, mais que tu sais que tu vas le louer à temps, donc tu as des rentabilités théoriques, parce qu'on reste bien sûr auprès de la banque des rentabilités théoriques, des cash flows théoriques. Tu emmènes des tableaux de calcul, donc tu amènes de la crédibilité. Le banquier, il est comme tout, enfin j'ai envie de dire tous les banquiers, à partir du moment où ils perçoivent que tu peux avoir un business et gagner de l'argent, ils vont te financer. Ils vont vouloir te financer. Pour être franc avec toi, on pensait que ça allait être très compliqué, nous, sur notre entrepôt, de trouver un financement. Et finalement, en fait, on a été voir plein de banques. Donc, il y a des banques qui ne finançaient pas le local commercial parce que non, local commercial, nous, on ne finance pas. Mais bon, j'ai envie de dire, tu demandes, on te dit non, tu vas voir ailleurs. Et à la sortie, en fait, on a 3 banques, mais qui se sont battues comme des chiens pour nous financer. Parce qu'on avait, après, je n'ai pas la prétention de dire qu'avec Philippe, mon associé, on a monté un dossier exceptionnel. Mais si tu veux, on avait essayé de présenter qu'on allait faire de la diversification, donc du camping-car, du box. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit. Donc, du coup, en fait, le banquier s'est dit, en fait, ils ont minimisé les risques parce qu'il y a une activité qui ne marche pas, il y en a une autre qui va compenser. Bon, ils ont trouvé un truc pas mal. Ils ont l'air quand même de ne pas être des débutants parce que moi, j'ai déjà expliqué que j'avais déjà de l'expérience dans les garages et j'ai amené mes revenus parce que de toute façon, les banques, ils demandent un petit peu ton parcours immobilier. Certains vont plus loin tes titres de propriété pour vérifier, ce qui est normal. Et puis d'autres, après, ils te demandent carrément tes relevés de compte bancaire. Donc, moi, j'ai même eu, je me rappellerai toujours, c'est à la Banque Populaire, c'est pas eux qui nous ont financé, un mec super bien. On a failli signer avec lui, mais ça s'est joué à la fin, on a une meilleure remise ailleurs. Le mec, la première fois que je l'ai vu, ce mec-là en rendez-vous, il n'y croyait pas du tout en notre projet. Et en fait, il a dit, bon, donnez-moi tous les éléments, je vais regarder. Et le mec, en fait, il m'a rappelé quand je lui ai envoyé tout, et il m'a dit, mais attendez, là, les revenus que vous avez, là, c'est vos garages et vos parkings là, qui font ça comme revenus là, sur votre compte, c'est noms de locataires, c'est vos locataires. Ah, je lui dis, ouais, je lui ai envoyé les complis des contrats, comme ça, j'ai fait taire tous les doutes. Il a dit, ah, mais putain, mais j'avais pas compris quand même que ça rentrait quand même du cash, parce que lui, dans sa tête, il se disait petit revenu. Mais bon, tu as 30 balles par-ci par-là, mais bon, tu as 10 fois 30 balles, c'est 300 €, tu as 50 fois 30 balles, voilà. Et du coup, les banques, j'ai envie de dire, pour moi, certaines banques vont te dire non dès le début, mais c'est comme tout projet immobilier, si tu défends ton projet, les mecs, ils vont te financer. Et aujourd'hui, la banque qui nous a financé, pour être franc avec toi, on a revu notre conseiller bancaire parce que pareil, lui, une SCI à l'IS, il dit mais vous montez en trésorerie. Oui, on a dit oui, on a vu l'expert comptable, on a fait des points là-dessus. Et le patron de l'agence nous a dit vous
vous avez un autre entrepôt en vue parce que moi, je vous finance. On a dit, on en cherche un, c'est une réalité, on ne l'a pas trouvé encore ce qu'on cherche parce qu'on est un peu plus difficile maintenant dans notre recherche. Mais le modèle qu'on va dupliquer, oui, de toute façon, quand tu prouves à la banque que ça marche ou quand tu prouves que tu as un support pour que ça marche, c'est-à-dire que si c'est pas toi qui as l'expérience d'investir là-dedans, mais que tu sais prouver, parce que typiquement, moi, il m'est déjà arrivé d'accompagner des gens et de leur montrer que le business model, il fonctionne. Le banquier, il va te financer. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est le cash flow à la fin et la capacité de rembourser que tu vas avoir. J'avais éteint mon micro, c'est pour ça que ça ne marchait plus. En tout cas, merci pour ta précision, Christophe. Pour ta question, ensuite, pour ta dernière question, Thierry, existe-t-il des enveloppes de crédit style 50 000 € débloquables en plusieurs fois sans affectation précise à un bien particulier? Alors, je ne sais pas si tu as eu connaissance de ça, Christophe. Après, là, on est plus dans le crédit à la consommation. Ouais, c'est du crédit conso, ça. Alors, je pense, oui, ça existe, c'est du crédit conso. Après, acheter des lots de garage avec du crédit conso, je connais des gens qui l'ont fait. Moi, perso, je ne m'y suis pas lancé. Après, c'est pareil, les garages, il y a aussi un petit investissement. Des fois, il vaut mieux acheter sans crédit, même si les taux sont très bas en ce moment. C'est un peu bête ce que je dis, mais voilà, des fois, il faut réfléchir. Crédit conso, il faut regarder, c'est toujours pareil, il faut regarder le coût du crédit par rapport à la rentabilité du bien que tu as. Il faut un petit tableau de calcul rentabilité, de cash flow. Ce ne sera jamais aussi compétitif qu'à des taux à 1, à 5, comme on peut l'avoir actuellement. Ouais, c'est ça. Et puis débloquer en plusieurs fois, je suis pas sûr. Là, pour le coup, la banque, elle peut peut-être tiquer parce que si tu vas avoir une banque pour lui dire, vas-y, tu me donnes 50 000 €, puis moi, je vais acheter 2 garages par-ci, 3 garages par-là. Je ne sais pas comment ça passerait. Sincèrement, je ne sais pas comment ça passerait au premier banque. Mais encore une fois, essayez parce que ça peut peut-être fonctionner et le banquier peut être séduit. Ça peut être un business, mais attention au taux de crédit à la consommation parce qu'aujourd'hui, les crédits conso sont quand même vachement compliqués et coûtent quand même cher. Il vaut mieux rester sur du crédit, moi, comme ça, parce que j'ai pas cette expérience de crédit conso. Et encore une fois, mon métier, je suis pas banquier. Mais voilà. Mais il y a peut-être des solutions à creuser. C'est une bonne idée, ça va y avoir. Non, mais en tout cas, merci à toi. Là, il n'y a plus de questions. Donc, merci à toi, Christophe, pour ta conférence. S'il y en a qui souhaitent te retrouver, je sais qu'il y a une dernière slide avec tes coordonnées. Donc voilà, parmi toutes celles et ceux qui ont participé à la conférence de ce soir, si vous souhaitez vous rapprocher de Christophe, lui poser des questions, et approfondir justement cette thématique de l'investissement dans les garages et parkings. Voilà, ses coordonnées, donc n'hésitez pas à les noter, contact@parking-garage.com ou sur www.cipg.fr. Et voilà, Christophe, voilà. Et donc, juste Goulwen pour dire, donc déjà, merci. Et donc, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Certains ont peut-être abandonné parce que j'ai beaucoup parlé. Et donc, juste pour dire, donc, cette adresse mail, donc, c'est celle du club. Donc, mettez bien que c'est pour Christophe suite à la conférence avec Goulwen, que ça revienne chez moi. Et au pire des cas, si c'est des questions basiques, ce sera, si c'est pas moi, c'est un autre membre de l'équipe bénévole qui vous répondra, qui aura les compétences pour vous répondre. Mais précisez bien que c'est suite à la conférence avec Goulwen. Comme ça, au moins, moi, derrière, les mails me reviennent. Et puis, parce que j'aime bien échanger avec les gens que je n'ai pas rencontrés physiquement, mais indirectement, on a échangé ensemble ce soir. Voilà. Non, mais super. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Merci pour ton partage, Christophe. L'une des dernières questions, Thierry, on peut payer cash 2-3 biens à 10 000 € et demander un crédit à 30 000 € après. Moi, je vais y répondre à cette proposition, à cette question. C'est pas du tout intéressant, Thierry, de faire ça. Comme Christophe vient de le souligner, les taux sont historiquement bas. Les prêts, les taux sont très très bas. Donc, faut en profiter. Voilà, faut profiter justement de ce levier. Il y a strictement aucun intérêt à acheter 2-3 biens à 10 000 €. Tu vas déplumer ton épargne de 20 ou 30 000 €. Cette épargne, justement, garde-la pour séduire le banquier et justement emprunter, faire des emprunts totaux. Profite de ces taux qui sont historiquement bas, qui sont à 1,5%. Donc, profite de ça, fais travailler les taux et surtout, n'achète pas tes box cash. Voilà, c'est pas une solution, Thierry. C'est pas une bonne solution. Après, encore une fois, je mettrai juste un bémol. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Goulwen, mais encore une fois, ça dépend de ton projet personnel. C'est-à-dire que si derrière, tu veux acheter du logement et tu sais que tu vas te taper un gros crédit derrière, là, tu peux réfléchir à te dire que si tu trouves un lot de garage d'une bonne affaire, et ben à ce moment-là, pour pas te mettre en difficulté
au niveau taux d'endettement, parce que si tu te dis je peux être trop proche de la limite du taux d'endettement, on sait qu'en ce moment les banques ont beaucoup resserré le taux d'endettement à 33 points. Donc en gros, oui, peut-être que la question peut se poser de croquer un peu d'épargne pour aller investir ce premier investissement qui peut te générer un peu de cash flow. Si tu as un autre projet derrière un peu plus gros et que tu sais que ton taux d'endettement passera pas, mais tant que ton taux d'endettement passe, c'est clair que je rejoins Goulouane, il ne faut surtout pas se priver d'investir avec l'argent des banques. C'est clair, c'est clair. Ouais, vraiment, voilà, faire un maximum, voilà, profiter vraiment de ces taux qui sont vraiment historiquement bas. Céline, oui, il y aura un replay. C'est vrai que Céline qui a raté le début, donc il y aura le replay qui sera disponible. Je te l'enverrai aussi, Christophe, toi qui me l'as demandé. Pas de souci. Et voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions, en tout cas, voilà, merci pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous rapprocher de Christophe. Il sera un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain coaching collectif. Je communiquerai sur dès ce week-end pour vous annoncer la prochaine date et la prochaine thématique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci pour ton énergie, Christophe. Près de 2 heures de coaching, près de 2 heures de conférence sur les garages et parkings. Voilà, je pense que ça vous a plu. Ouais, non, c'était vraiment excellent. Et je pense que tout le monde repart beaucoup plus enrichi sur cette niche. Donc encore un grand merci à toi, Christophe. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et au plaisir de te revoir, Christophe. Avec grand plaisir. Je reviens quand tu veux, Goulouane. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci à tout le monde. À une des prochaines mastermind. Aucun souci. Avec grand plaisir. Je me ferai un plaisir de partager mon expérience. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bye.